l'élection. Mais vous n'êtes pas majorité en Côte d'Ivoire, non. Je répète, vous n'êtes pas majorité en Côte d'Ivoire. Vous êtes allé à une compétition électorale contre des bras cassés. Des gens qui représentent au maximum 3% de l'électorat. Donc, vous êtes parti d'une élection totalement autocratique. C'est une élection où vous étiez seul en lice. Donc, c'est une non-élection, ça. C'est ce que nous, on a passé le temps à dire. C'est une comédie électorale, c'est à quoi on a assisté. Mais est-ce que dans le cœur des Ivoiriens, de l'ensemble des Ivoiriens, vous êtes majoritaire? Bon, je sais que dans cette question-là, vous vous en foutez. Évidemment, on n'est pas dans un parti très démocratique, comme je l'ai dit, on est dans une autocratie. Donc, le sentiment, ou du moins l'adhésion du peuple à notre choix ne vous intéresse pas. Vous, c'est le pouvoir pour le pouvoir, et quand cela ne tienne. Cela étant dit, concernant mes très chers amis, les bionistes, parce que bon, pour l'instant, c'est eux qui m'intéressent. Vous êtes au pouvoir, gardez votre pouvoir. Ça m'intéresse pas initialement. Moi, ce que je dis, c'est que en démocratie, là, on se pèse. Quand une fois on a fini de se peser, on regarde les poids. Quand vous êtes allé à l'élection présidentielle, vous êtes pesé, vous êtes confronté donc à une partie de l'électorat, du moins à l'électorat ivoirien, et qu'au sorti de ça, vous pesez 3%, vous devez avoir, hein, j'allais dire, la rationalité de comprendre que vous ne représentez pas une alternative crédible. C'est ça. Et je répète, votre rhétorique consistant à dire que les gens ne sont pas sortis dans les unes parce qu'effrayés là. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce qu'à côté de vous, il y a des Ivoiriens qui sont sortis pour aller voter d'autres personnes. Donc vous pouvez pas raisonnablement dire que les gens étaient apeurés, c'est pour ça qu'ils vous ont pas voté. Moi, je pense que, objectivement, c'est votre poids réel. C'est le poids réel de chacun des candidats qui se sont présentés là. C'est votre poids réel qui est là. Donc, votre poids réel là laisse transparaître le fait que vous ne représentez pas une alternative crédible auprès des Ivoiriens. Et quand c'est comme ça là, vous devez tirer les leçons de cela et vous ranger du côté de ceux qui représentent une alternative crédible. C'est comme ça on fait la politique normalement dans tous les pays. C'est comme ça marche. Quand tu ne représentes pas suffisamment, tu t'allies à ceux qui représentent certaines forces. Maintenant, toi tu m'as dit, ah mais Mamadou Koulibaly. Alors, je suis d'accord qu'en politique, il y a des gens qui sont là aussi pour faire 2 ou 3% et apporter des idées. Donc, auquel cas, consacrez-vous à apporter des idées. Voilà. Mais en ce moment-là, vous êtes dans la politique de la proposition plutôt que j'allais dire, dans une démarche consistant donc à avoir le pouvoir et à l'exercer. Nous, on parle des acteurs qui sont en capacité d'avoir le pouvoir et à l'exercer. Et dans cette trempe-là, dans cette trempe d'acteurs politiques qui sont capables d'avoir le pouvoir d'État aujourd'hui et de l'exercer, vous n'en faites pas partie. Le président Tidjane Thiam en fait bien partie. Et le président Gbagbo, lui, a pris sa retraite, donc on ne sait pas du côté du PPAC qui va émerger. Mais le président Thiam, lui, fait partie des acteurs politiques ivoiriens qui sont en capacité d'exercer le pouvoir d'État. Donc, on ne joue pas dans la même cour que vous. Et ce que nous disons, et ce que nous disons toujours, c'est que quand vous appréciez la situation politique là, appréciez-la avec une certaine objectivité. Vous êtes allé à l'élection présidentielle, on vous a pesé, vous faites 3%. Le président Thiam, lui, n'a pas eu la possibilité, donc, de manière antidémocratique, de pouvoir conquérir. Donc, on ne connaît pas son poids, on va dire théoriquement, non, de manière pragmatique, on ne connaît pas son poids dans l'électorat. Mais on a eu accès à différents sondages qui nous ont donné des tendances. Et vous représentez dans ces sondages, en son temps, 2%, et les sondages ne se sont pas beaucoup trompés. Parce que vous avez fait 3%. Au final, donc, ils n'étaient pas très loin de la vérité, de la réalité. À côté de cela, le président Thiam, dans ces sondages-là, il représentait 25% de l'électorat. Il n'a pas pu concourir. Donc, il a encore, cette possibilité-là de pouvoir se confronter à l'électorat et de voir ce qu'il pèse réellement. Contrairement à vous qui vous êtes pesé, qui fait 3%. Donc, partant de là, vous faites 3%. Vous n'êtes pas venu nous faire des leçons. Hein, Yann? Tu fais 3%. Tu vas pas venir nous démontrer que tu as fait tu as choisi la meilleure option, tu as choisi le meilleur cheval. Non. Ton cheval a été perdant. Maintenant, nous, notre cheval là, on l'a empêché de pouvoir concourir. Donc, nous, au moins, on peut avoir l'espoir de le voir demain être confronté à l'électorat ivoirien et voir ce que les Ivoiriens pensent de lui. Mais toi, ton candidat, il est fort clos. Il n'a plus d'avenir. Merci. Voilà, ton candidat, il n'a plus d'avenir politique. En tout cas, moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut passer de 3% à espérer avoir 50% demain. Je ne sais pas si quelqu'un a un exemple d'un acteur politique qui a fait 3% et qui a demain a eu la possibilité de pouvoir diriger un pays. Je ne pense pas qu'un tel exemple existe, mais si ça existe, comme on cite. Alors que le président Thiam conserve ses chances d'arriver au pouvoir, évidemment que je suis là-dessus. Et je suis là-dessus. Évidemment que nous, on n'est pas naïfs. Voilà, on a pris le temps de tirer les leçons de cette impossibilité qui nous a été
au fait de ne pas participer à cette élection-là, et on s'organisera. Tu verras que quand on dit le président Thiam, il n'est pas n'importe qui, c'est pas pour rien. Tu vas voir qu'on va s'organiser. Évidemment qu'on reviendra plus fort. Merci. Je pense que c'est mon tour de parole, hein, s'il n'y a pas de motion pour... Non, Merci. non, non. Moi, j'ai une Non, motion, non. j'ai une motion, j'ai une motion. Pardonnez. Il y a Paris qui a mis sa motion, mais Yann ne va faire pas de motion. Normalement, c'était à Kaza Yann de parler, et puis j'ai sauté. J'ai pris Flavio, normalement. Donc, les gars, calmez-vous. Si vous voulez faire des motions, vous allez les faire, effectivement. Voilà. C'est la salle Flavio, après tout. Donc, il est sollicité. Donc, d'abord, dans l'ordre. Paris, d'abord, vas-y, puis après, on va venir sur Gap, et puis, Côte d'Ivoire, puis ensuite, M. Yann va parler, là, tranquillement. Ok, moi en fait, ma motion, c'est juste rappeler que Monsieur Oussama Ben Laden, qui était l'homme le plus populaire des années 2000, le jour où on allait l'attraper chez lui, là, il était en train de regarder porno, quoi. Donc, c'est pour dire que il y a ce qu'on vend aux gens comme rêve et puis il y a ce qu'on est dans la réalité. Donc, les apprentis terreaux, le jour où ils vont pouvoir se présenter à une élection, si tant est que ça arrive un jour, on verra bien ce qu'ils représentent. Mais pour l'instant, comme c'est pas l'ordre du jour, on peut épiloguer, on peut planer, on peut dire ce qu'on veut. Mais les apprentis terreaux, si jamais ils passent pas par la case prison, parce que comme ils sont devenus benguistes, mais quand ça va arriver ici, c'est que je doute fort, le jour là, on verra bien ce qu'il vaut réellement. Ah, ouf. Bon, ok. Côte d'Ivoire, vas-y rapidement aussi. Sois succinct, pardon. Sois succinct, vas-y. Non, mais bon, comme je peux pas être assez pédant que ce que Paris a dit, mais toujours en est-il que quand on est amoureux d'une femme, ça nous empêche de voir réellement les défauts. Et voir une stratégie de merde qui a été mise en place et qui n'a pas abouti quelque chose, qu'est-ce qui prouve que derrière cette personne-là pourrait faire quelque chose? Et je me pose vraiment la question, est-ce vraiment un problème de déni de réalité ou bien une pathologie développée par certains partisans qui nous font croire qu'il y a quelque chose et derrière il n'y a rien? C'est comme on le dit en langage ivoirien. Le caleçon est gros mais il n'y a rien dedans. Est-ce que c'est pas ce que nous miroite le monsieur qui vient de parler avant Paris? Merci. Ouais, ça va. Bien sûr, tu vas gagner vos motions, bien sûr. C'est pas te plaisir. Voilà. Monsieur Gap, Côte d'Ivoire, la motion, c'est pour faire une motion. Oui, c'est une motion. Moi, quand j'écoute Flavio, vraiment, en tant que jeune leader africain, tu fais de la politique fiction sous la base d'un électorat de 3 800 000 personnes, plutôt sur la base d'un électorat du PDCI de 3 800 personnes. Et puis tu fais un gros discours comme ça avec une vision erronée de la réalité. Mais c'est triste. Flavio, faut te pincer un peu. Thiam ne représente rien en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce qu'il puisse quitter même la CAP pour aller se fondre dans le PPACI parce que le PPACI seul arrive à mobiliser sous la base d'un discours radical. Mais c'est triste de baser ton analyse sur des choses qui sont basées sur rien du tout. Sur ta volonté, ton amour, je sais pas. Mais faut te ressaisir. Déjà qu'il faille que l'individu retourne en Côte d'Ivoire et qu'il puisse effectivement commencer le job pour lequel ce noyau du PDCI là l'a hissé comme ça en violant tous les tests du parti au sommet. Comment une personne vient autour du parti, à la tête du parti et il greffe une organisation sur une organisation? Tu penses que tous les représentants Europe là, auxquels Thiam a greffé des hauts représentants pour avoir le contrôle sur les personnes, tu penses qu'ils sont d'accord avec ça? Tu penses qu'ils d'accordisent avec ça? Mais c'est tous ceux-là qui étaient dans le noyau des partisans de Bion pendant cette campagne électorale. Et tu penses qu'on ne tire pas les leçons? Tu penses que cette grande expérience de l'élection présidentielle là ne va pas servir à Jean-Louis Bion? Tu es encore tu es encore en 2022, Flavio. Faut te pincer, faut te toucher. La politique, elle est dynamique. Hein? Elle n'est pas figée dans le temps. Donc vraiment, c'est ma contribution pour essayer de réveiller un peu Flavio, parce qu'il dort. Non, merci beaucoup, merci. Je vais vous arrêter là. J'avais envie de mettre de 2 minutes là, mais c'est bon, c'est bon. Flavio, vas-y, tu as 3 minutes. Et bon, voici quelqu'un qui me dit que moi je dors. Toi, tu es un soutien des Jean-Louis Bion, toi tu me dis que je dors. Moi, je t'ai posé juste une seule question. Donne-nous un acteur politique qui allait à une élection qui a fait 3% et qui a réussi à gagner une élection présidentielle dans son pays. Je te soumets à cet exercice-là. Il faut nous trouver cet acteur-là. Je peux te répondre? Mais vas-y. Ok. Moi, ça, les paroles arrivent. J'ai cité 3 exemples.
Il m'a J'ai donné le cité au OK. moins 3 exemples. J'ai dit pour suivre Thiam, il faut avoir une culture politique proche de zéro. Yann, c'est Et on pas va toi voir. la parole. Depuis ma bord. Voilà Laurent Gbagbo. Je vais te citer tout simple. Voilà Laurent Gbagbo qui n'avait jamais, qui avait cette Non, c'est participation. pas ma question, regarde, c'est mon temps de parole. Ma question est précise. Si tu as le nom d'un acteur politique qui allait à une élection, qui a fait 3%, et qui, dans le parcours, ensuite, a pu gagner une élection présidentielle, tu me dis le nom, et puis on passe à autre chose, c'est tout. Mais il y a des personnes qui n'avaient 0%. Bon, c'est bon. Donc la question, elle est aberrante. C'est bon, on entre Flavio. Pardon, on perd le temps. Yann nous dit qu'il connaît quelqu'un, il va nous dire le nom après. Je te rappelle qu'en 90, là, Gbagbo, il a fait 16%. Voilà. Bon, moi, je ne connais pas d'acteur politique. Maintenant, bon, Yann, l'homme, c'est ça que je dis, Yann, tu te penses tellement intelligent que tu penses que les autres sont des idiots. Non, Et ça, c'est bien. Pardon, ferme ton Avant de micro. parler, Pardon, je cherche. ferme ton micro. Voilà. Mais j'ai posé la question. Si j'en étais absolument convaincu, j'aurais pas posé la question. Alors, maintenant, concernant, vraiment, moi, quand j'entends les militants du RADP, mais je me demande si vous savez d'où vous venez, au fait. C'est ça que je me demande. Vous traitez le président de Thiam de Ben Laden. mais excusez-moi. Vous savez pas avec qui vous dirigez ou vous faites semblant? Solo Guillaume là, lui, il était quoi? C'est pas le petit frère direct de Ben Laden, lui? Je pose la question. Solo Guillaume là, il a fait quoi dans ce pays-là? Celui qui vous a aidé à avoir le pouvoir là. C'est pas une rébellion, un coup d'état qui a divisé. Général, on répond bien, on écoute. Tu Pardon, laisse-moi. peux pas répondre. Attends, Tu peux pas je vais répondre. pas ouvrir mon micro, donc tu vas répondre après. Donc, Solo Guillaume qui vous a aidé à avoir le pouvoir là, lui, il était quoi? Non, mais vraiment, dans ce pays-là, ça dit, quand tu es au pouvoir et que tu as les moyens des États, tu as une certaine forme d'irrationalité dans les propos. Mais c'est totalement irrationnel, anachronique votre raisonnement. Si le président tient pour ce qu'il a dit, on doit le mettre en prison là. Mais le président Alassane Ouattara lui-même, on doit le mettre en prison aussi. Lui-même, on doit le mettre en prison. Parce que c'est le même aussi qui a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Je vais tout Nyangami, lui n'a pas dit ça. On l'a poursuivi pour ça. Vraiment, moi, je sais pas quoi. Des fois, quand je vous entends, vous les militants du RADP, je tombe des nues, quoi. C'est pas parce qu'on a le pouvoir d'État qu'on va se penser tout puissant, tout, ça va finir un jour, forcément. Donc, l'incohérence ou l'irrationalité dans votre raisonnement quand il s'agit du président Thiam là, alors que vous-même vous avez fait exactement la même chose, voire pire, et vous avez divisé le pays pendant 8 ans. En tout cas, vous avez contribué à diviser le pays pendant 8 ans, parce que vous avez estimé que votre leader ne pouvait pas se présenter. Le Conseil constitutionnel a dit que Gbagbo a gagné, vous avez dit non. Vous avez fait une guerre où on a perdu 3000 citoyens, et vous donnez des leçons. Oh, vraiment, ça n'a aucun sens. Parce que si on doit juger des gens là, mais dans votre camp là, on doit les juger par les 3000 morts là. C'est votre antagonisme avec Gbagbo qui ont causé ces 3000 morts. Vous connaissez quel militant du RADP ou du RDA en son temps qui a connu ne serait-ce qu'un procès pour ces 3000 morts là? Et vous donnez des leçons. Vraiment, c'est ça on appelle, on est au pouvoir. C'est ça. C'est vraiment, on est au pouvoir, donc on a les moyens de l'État, donc tu vas parler, on va te mettre en prison, on va te pousser, on va t'écarter, et puis on pense qu'on est en train de tenir un propos qui est très, très élogieux, très, très pertinent. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens dans ce pays-là. Hein? Même le président Alassane Ouattara mérite de passer devant les tribunaux. Ça, je vous le dis. Parce qu'il y a des choses qu'on peut lui reprocher. Donc tout le monde, tous les acteurs politiques ivoiriens peuvent se voir reprocher des choses dans ce pays-là. Donc vous n'avez pas de leçons, ni de... Même si vous voulez même dire Ben Laden, Al-Qaïda, moi, je trouve que c'est comique. Parce que vous, là, on peut vous rendre responsable de vies qui ont été arrachées. D'au moins, on peut vous rendre coupable, ou du moins vous reprocher 3000 Ivoiriens qui ont perdu la vie dans un procès. On peut vous le reprocher, objectivement. Parce que c'est votre antagonisme avec le président Gbagbo qui a causé ces morts-là. Vous avez répondu de ces morts-là devant des tribunaux? Jamais. Donc vraiment, arrêtez vos leçons à 2 balles là. C'est comique. Non. Je comprends bien Paris, c'est vrai, mais tout à l'heure, tu as fait une motion déjà, donc il répondait à vos motions, à vous tous. Donc, c'est un peu truc, mais peut-être que... Juste un correctif, en fait. 5 secondes, ça va même pas prendre 5 secondes. Non, parce que si on fait ça, ça va... Ah non, mais c'est dans le sens du débat. C'est pas personnel, c'est pour l'ensemble du panel, en fait. Ça n'a rien à voir. Bon, d'accord, ça n'a rien à voir. Rapidement, tu dis quoi? Voilà, je veux juste expliquer que, tu sais, quand, de tous autant qu'on est ici, là, que ce soit mon jeune frère Yann, mon grand frère Kaza, Côte d'Ivoire, Gap, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que nos propos nous engagent. On est sur un panel qui est tenu par une personnalité publique. Et nos propos nous engageant, je vais insister encore sur mon affaire d'avatar, là. Parce que il y a que quand tu es à Pandora, que tu peux te permettre de sortir des conneries, parce que tu ne crains rien en réalité. Bon, d'accord. Quel est le message? Tu veux passer?
avant de dire que le président est aussi terroriste que son mentor, hein, on n'a qu'à voir la tête de la personne qui dit ça, pour éviter que nous tous on soit témoins de ces inepties. J'ai pris une note. Mais c'est vrai que, bon, il répondait aussi, en fait, si tu permets aussi, à une attaque. Khalil, Attends, calme-toi. Non, Khalil, général Khalil, mon bon général. Tu sais, au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, tu vois, aujourd'hui, là, je pense que le procureur a fait une sortie qui est très claire. Quelqu'un ne va pas venir traiter le président de terroriste et puis on va s'asseoir pour écouter. Parce que juridiquement, je deviens responsable de ça. Donc, Khalil, demande à ton ami Flavio d'être conséquent dans ses propos vis-à-vis du président qui, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est une institution. Vraiment, il n'a qu'à me protéger, il n'a qu'à m'aider, on va s'aider nous tous. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends le contexte dans lequel il le dit. Je comprends le contexte. Mais en même temps, Ouattara, c'est le président de la République. Voilà. Je te laisse la parole. Non, Daouda, excuse-moi. Je suis d'accord avec vous. Non, Attends. Ouais, Attends. Non, ce que tu veux dire là, j'ai compris très bien en fait. Je dis que, en réalité, il répondait à une attaque également parce que quelqu'un a traité son président de terroriste. C'est à ça qu'il répondait en merci, fait. Khalil, merci. Il se trouve président d'association et non de la République. Attends d'abord. Le président d'association des Paolés de Yamsoukro. Je viens d'abord, si tu me permets, Paris. Voilà. Je dis, j'ai compris. Vous avez raison, M. Daouda, pour dire que c'est votre panel, effectivement. Donc, on a peur de M. Brahma qui dit que quand on parle là, et on l'explique, lui, il nous écoute. Donc, ça m'avait échappé aussi, donc je m'excuse de ça aussi, c'est vrai. Mais c'est peut-être moi qui n'ai pas peut-être joué mon rôle de modérateur parce que si j'avais aussi interrompu la partie où on parlait de terrorisme au début, il n'y a même pas eu de réaction aussi, n'est-ce pas, vraiment, nous impliquons nous tous. Voilà. Parce que là où il est parti, effectivement, ce n'est pas un simple leader de qui il parle de quelqu'un qui a le pouvoir, en fait, selon la loi. Donc, c'est-à-dire que non, le procureur, tout ça, donc c'est un peu compliqué. C'est une institution, effectivement. Donc, je pense qu'on s'est compris là. Voilà. Ni Paris, ni lui-même ne pense un traitement de ce qu'ils disent. Ils vont le dire tranquillement. Et puis nous tous, on pourra aller chez nous à la maison et puis il n'y aura rien, en fait. En fait, je pense que c'est ça. Alors, pour voilà, t'avouer, général, moi je le pense, hein. Je le pense. À un point, t'as même pas idée. Seigneur. Ah non. Khalil. Paris, faut pas. Non, Flavio, calme-toi, je vais gérer avec Paris. Paris, je te comprends, mais tu vois, il faut aussi comprendre sa posture. Tu comprends un peu, non? Tu vois, moi je vais te raconter une petite anecdote. Il fut un moment où les leaders du PPAC, et ça, je le tiens de source très proche, parce que Gbagbo Laurent se faisait laminer sur les plateaux de télé, tout et tout. Et un jour, ça c'est une décision en off, Gbagbo Laurent a dit à ses gars qui partaient débattre à son nom sur les plateaux, il dit, si vous voulez parler de Ouattara, mettez du respect sur son nom. Parce que tant que vous n'allez pas mettre du respect sur son nom, les gens ne mettront pas de respect sur moi aussi mon nom. Donc Paris, moi je te demande pardon. Tu peux être dur, très dur même, avec Tidiane Thiam. Et tu sais que je suis très dur avec lui. Mais il y a des petits noms d'oiseaux là que j'évite aussi. Donc mon très cher ministre, vraiment avec toute l'admiration que j'ai pour toi, vraiment essaie de gérer le côté Tidiane Thiam là. Utilise d'autres mots. Hein? D'autres mots, il y a beaucoup de mots. Ok, merci mon président. Désolé mon président. Voilà. Merci mon président. Désolé mon président. Bon, Khalil, je pense que c'est bon. Fabio, je pense que c'est bon pour toi aussi. Daouda, une petite précision quand même. Je ne pense pas, peut-être que je l'ai dit sans l'avoir en conscience, je ne pense pas avoir dit que le président était, trivialement, je ne pense pas avoir dit que le président était terroriste. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on peut lui reprocher des choses. C'est ce que j'ai dit. À moins que ma langue est fouchée, mais je... Non, ta langue a fouché. Non, en fait, ta langue a fouché. Ta langue a fouché. J'ai dit quoi? Non, tu dis que le monsieur il est terroriste. Non, les gars, c'est vrai, mais on va pas lever dessus. Ta langue a fouché. On passons dessus, c'est pas grave. J'ai parlé à voilà. On a fait Abidjan, les gars. Vous jouez Abidjan, les gars. Calmez-vous. Voilà, vous jouez Abidjan. Khalil, juste, Tu es un général et puis tu as peur. Non, mais le problème même là, c'est que toi tu es à Abidjan, mais toi tu sais que le procureur là, il a mon numéro personnel. Donc non, vraiment, Daouda, moi je suis plus attaché que toi. Daouda, pardon, juste permettez-moi juste de clarifier. Au fait, mon idée c'était de dire que, en traitant le président Thiam de Al-Qaïda et tout ça là, tous les acteurs politiques ivoiriens peuvent se voir traités pareil. Parce que tous ont tenu des propos qui vont dans cette même ligne-là. C'est surtout ça que je voulais faire comprendre. Non, on a compris l'idée, on a compris. Moi, j'avais bien compris l'idée, j'avais bien compris. Mais le problème, c'est que... Non, évidemment. Non, j'ai bien compris. Mais la vérité, c'est que là où toi et puis Paris, vous avez commencé à partir là, si je ne prenais pas la main, on allait partir dans tous les sens.
De la même manière, je demande à Paris d'être indulgent dans les mots avec Thiam. Si tu veux que les gens respectent Tidiane Thiam, il faut que tu respectes Alassane Ouattara. C'est aussi simple que bonjour. Moi, là, je dis Gbagbo, je dis Ouattara. Tu peux pas me faire ce procès-là. C'est lui qui a commencé à... Flavio, laisse-moi passer. Flavio, s'il te plaît, laisse tomber. Laissez tomber ça. C'est lui qui a commencé. Nous tous on est Oui, d'accord. mais c'est bon, laissons ça. Voilà. Laissons ça. Toi, Yann, tu étais là quand Paris parlait là, tu n'as rien dit, donc laisse ça. Merci à Daouda, merci à Daouda, merci à Khalil. Passons aux choses, pardon, laissons ça, s'il te plaît. Laissons ça. En fait, ce que tu fais là, ça me fait passer tous les jours. Ouais, ça te fait mal, ça te fait pas rire. Laisse ça. Khalil, vas-y. C'est mon temps de parole. Tu Yann attend d'abord, attends d'abord, voilà. Et temps de parole là aussi, là, on peut au moins le mettre au moins, permettez au moins qu'on puisse d'abord, voilà. Ok. Jean-Louis Biot, 2030, laisse-moi en paix, hein. Laisse-moi en paix, voilà. Même général aussi, passe devant la cour martiale. Donc tu crois que quoi? Voilà. Donc, quand le président de la République du Côte d'Ivoire, il y a la haute cour pour lui aussi, mais attention, hein. Donc, Kaza, big careful Kaza, voilà. Donc, les gars, on revient tranquillement dans le débat, hein. Le débat était passionnant et c'est passionnant, j'espère qu'il sera toujours passionnant. Voilà. Je pense que c'est le Mr. Yann, je sais pas. Je pense que c'est le Mr. Yann qui doit réagir. Il est revenu, il a fini de manger. Sans nous inviter, il a fini de manger, c'est pas grave. On note ça pour nos relations futures. Après lui, je pense que Kaza va prendre la parole s'il n'y a pas d'émotion, bien sûr. Voilà. Yann, vas-y. Merci. D'abord, j'aimerais citer, comme il demandait, j'aimerais citer Michael Portillo qui a perdu les élections après 5%, inférieur à 5% en Angleterre, qui est revenu en 1999 et qui a gagné son siège. Je voulais citer Nigel Farage, qui a fait 8 fois un échec parlementaire à moins de 2%, les 8 fois qu'il a gagné après la 8e fois. Ça existe en politique de pouvoir gagner. Et comme je le disais, c'est le manque de culture politique qui fait faire les choses. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, on a les capacités de chercher. Internet, on parle sur Internet et ça nous permet de chercher. Pendant qu'on est en train de parler, quand Flavio dit quelque chose, il peut chercher directement, il va avoir la réponse. C'est vrai qu'il est dans l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie ne demande pas de chercher, mais il peut nous faire l'effort de dire certaines choses. Kaza, tout à l'heure, quand je parlais à Flavio, je me prends pas position quand deux personnes sont en train de se chamailler. Je disais simplement à Flavio que ce que lui, il est en train de dire, Flavio, là, c'est la même chose que Daouda dit et ça nous perd du temps. Il fallait prendre la peine de m'écouter au lieu de réagir. Flavio dit, quand il parle de Mamadou Koulibaly, qu'il y a des gens qui sont là dans la politique pour faire des propositions et ne pas gagner une élection. Désolé, hein, mais je le dis de manière méchante. Ça veut dire qu'il ne comprend même pas ce qu'on fait en politique. En fait, en politique, on propose. On propose aux gens, c'est pas sa personne qu'on propose aux gens. On propose aux gens un projet de société, un idéal. Et c'est la proposition, là. C'est comme sur un marché, on vend à travers une entreprise, on propose un produit. Le projet de société, là, c'est le produit. Et c'est la proposition, là, qui fait adhérer les gens à notre idéal et qui fait qu'on nous vote. Vous voyez. Aujourd'hui, on est en train de se plaindre, Flavio surtout, d'une élection qui n'a pas été assez inclusive, qui n'a pas permis aux gens d'entrer, qui n'a pas permis aux gens de participer et autres. Mais en même temps, il y a des gens ici qui ont dit que Tidiane Thiam a été élu au PDCI avec 96% des votes. Khalil, tu peux mettre le temps, s'il te plaît? C'est vrai. Khalil, tu peux... Voilà, j'ai parlé mon... Merci, Kaza, merci. En même temps, il y a des gens qui disent ici que le PDCI, au PDCI, Tidiane Thiam... Yann, excuse-moi vraiment de t'interrompre. On va le remettre rapidement. La biche est montée pour un truc important, rapidement. On va lui laisser, n'est-ce pas, l'écouter, comme tu vois qu'elle est quand même la seule dame parmi nous. La biche, est-ce que tu es disponible actuellement ou bien tu attends d'abord qu'il finisse? Il peut finir rapidement, après je vais parler. Mousso, tu sais pas... D'accord, ça marche. Et dit, il y a des gens que... Vas-y, Yann, vas-y. Il y a des gens qui ont vanté le président Thiam, qui ont dit qu'il a été élu avec 96%, sans jamais parler du taux de participation. Et quand on parlait de ce taux de participation-là, une élection, il était seul. Hein. On nous répétait que vous n'êtes pas venu à l'élection et le taux de participation ne veut rien dire. C'est un exercice démocratique, c'est une élection. Pourquoi avoir un discours double quand il s'agit d'une élection à laquelle on n'a pas participé? Ça montre, bon, pour employer le mot à celui qui le fait, ça montre l'incohérence dans notre débat politique et l'incohérence même dans notre manière de suivre. C'est pour ça que je dis que soit on se trompe, on est en religion où on a un gourou, soit on est en politique où on peut critiquer l'action de notre gourou. Aujourd'hui, quand Kaza parlait, c'est lui quand il parle, ça me touche un peu parce que je vois que il est empreint de bonne foi et de bonne pensée pour un gourou et qu'on peut le sauver. Donc c'est pour ça que je veux parler. Kaza dit que, Flavio dit que Simone Eve Gbagbo ment quand elle dit par exemple que les gens n'ont pas permis
de faciliter l'élection parce qu'ils ont créé un climat de peur. Jusqu'à la veille de l'élection, les gens pensaient que l'élection n'allait pas se tenir. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés voter et qui regrettent. C'est pour ça que j'aimerais que vous soyez dans les groupes PDCI et DA, qui regrettent aujourd'hui parce qu'ils se rendent compte qu'on aurait pu aller voter. On n'est pas parti voter justement parce qu'on nous avait fait croire que ça n'allait pas se tenir. Ça, c'est un fait. Et quand ils parlent de ces sondages, pour dire que ces sondages sont vrais et que c'est ces sondages qui font que Thiam aurait eu 25% s'il était là. Mais ces sondages ont donné 2% à Bion, n'est-ce pas? Mais c'était 2% dans les conditions normales de température et de pression, les CNTP. Dans les sondages, quand ils le faisaient, ils n'ont pas dit, par exemple, que au cas où l'élection est boycottée, Jean-Luc Bion aurait eu 2%. Et comme ça n'a pas été pris en compte par le sondage, il ne peut pas venir utiliser ce sondage-là pour dire le sondage est juste. Il doit revoir sa réflexion. Il doit revoir sa réflexion en ce sens où qu'est-ce qui aurait pu être fait si on n'avait pas boycotté l'élection? Est-ce que le sondage est d'autant plus vrai? Et puis un sondage, Flavio, il se fait sur une base, un échantillon. Et puis l'échantillon, là, il faut que, par exemple, il soit votant. Il faut que l'échantillon soit représentatif de toute la couche de la société. Mais on nous a donné un sondage, on ne sait même pas combien de participants l'ont fait. On ne sait même pas si les gens qui ont participé là ont la qualité d'électeurs. Et c'est sur ce sondage-là, vous voulez qu'on s'arrête pour venir discuter. Non, c'est un peu petit, quoi. Pour quelqu'un qui suit quelqu'un qui a dirigé un Fortune 500, il doit savoir qu'un sondage, c'est pas comme ça. Il faut qu'il réponde à certains critères. Et ce sondage-là a été donné sans critères. Flavio dit, en démocratie, c'est le nombre. Et si on doit se fier qu'au nombre, on peut dire que là, on va prendre l'ensemble des Ivoiriens pour choisir le président. Quand il dit, par exemple, le RHDP n'est pas majoritaire, le pouvoir ne compte pas l'adhésion des Ivoiriens, il doit savoir que la démocratie, le seul moyen de s'exprimer en démocratie, c'est pas parler sur les panels ou bien faire des colloques et autres. Non, c'est d'abord de s'inscrire sur la liste électorale, de participer au vote. Le nombre qui détermine qui va nous diriger là, c'est le nombre de votants et de gens qui ont exprimé leur vote. Donc, ce n'est pas le nombre de gens qui sont mécontents. Et si vous n'avez pas eu le courage d'aller exprimer votre vote et vous ne pouvez pas vous dire majoritaire si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale. On n'a qu'à faire la différence entre règles démocratiques et notre pensée et notre souhait. La démocratie, c'est pas nous qui l'avons créée, on doit se fier aux règles. Et je termine par ça. Je demande à ce qu'on fasse une prière, quoi, pour délivrer le grand frère Flavio de ce dans quoi il est. Il est dans l'idolâtrie d'une personne. Et plus on discute, plus ça n'a pas de sens. Plus on renvoie aux mêmes choses sur le culte de la personnalité, dans son vocabulaire, dans son argumentaire. Il ne peut pas avoir 5 thèmes ou 5 arguments. On reviendra toujours à la même chose. C'est-à-dire Jean-Luc Bion 2%. Le chemin que Jean-Luc Bion a appris n'est pas mauvais. Tidjane Thiam a été bloqué. On n'a pas besoin de ça. On est en train de parler sur l'avenir. Et pour la fin, ma toute dernière fin. De toute façon, Flavio dit que le président Ouattara a dit certaines choses. Quand le président Ouattara a dit « je frapperai ce pouvoir, il tombera ». Si le pouvoir n'était pas tombé, sachant qu'il y avait déjà un mandat d'arrêt international contre lui, c'est sûr qu'on allait le poursuivre. Maintenant, quand le président Tidjane Thiam a dit quelque chose là, et qu'il n'est pas au pouvoir, on doit s'attendre aux mêmes choses. Ce n'est pas de la dictature, c'est comme ça se passe. Le président Bédi l'a fait, tout le monde l'aurait fait. Merci. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je suis disponible maintenant. D'accord, j'essaie, j'ai compris. Attends, d'abord que Flavio fasse sa motion, parce que Flavio a une motion. Donc après la motion de Flavio, quand Yann va réagir, puis tu passes dans tour de parole. Flavio, vas-y, 2 minutes. Merci bien. Mais toi aussi, Yann, quand tu parles là, tes arguments, je vais les résumer. C'est le président Thiam était messie pour nous. On aurait dû choisir, on aurait dû aller voter Bion. Et tu dis quoi d'autre, dans le fond? Tu dis rien d'autre. C'est essentiellement tes 2 arguments. On prend Thiam pour un messie, et on aurait dû choisir Bion. Tu dis quoi d'autre quand on synthétise tes propos? C'est quel propos pertinent supplémentaire tu apportes au débat? Aucune autre proposition pertinente. La réalité là, quand tu l'apprécies là, il n'y a pas 1000 options à cette réalité là. On va pas inventer de nouvelles choses pour se faire plaisir. Voilà, on apprécie la situation telle qu'elle est. Tu veux qu'on sorte quel nouvel argument? Si quelqu'un a été écarté, on doit dire qu'il a été écarté. On va dire quoi d'autre? Alors moi pour la suite là, mon point il est très simple. J'ai dit que le président Thiam doit rentrer. Et pour te faire une confidence, même si je suis pas obligé, moi je fais partie de ceux qui ont milité pour que le président Thiam rentre depuis il y a bien longtemps. C'est un truc qui m'a toujours gêné. Ça m'a toujours gêné son absence du pays, pour te faire une confidence. Voilà. Maintenant, le président Thiam doit évidemment rentrer. Le PDC doit aller aux élections législatives avec le PPACI et le FPI.
Et pour moi, il faut aussi faire de la clarification. Et c'est en cela que j'apprécie le génie politique de Mélenchon. Mélenchon, c'est tu es avec moi ou bien tu es contre moi. Et je pense qu'en politique, il faut fonctionner comme ça. Il faut être clivant pour pouvoir avancer. Quand tu t'accommodes de personnes qui te tirent vers le bas, c'est-à-dire de personnes à 3%, et bien finalement, tu finis par perdre. Parce qu'au moment fatidique, là, c'est ces gens-là qui vont te poignarder. Donc, le président Thiam doit rentrer au pays, libérer les bionistes pour qu'ils aillent au RADP et construire une équipe cohérente pour pouvoir donc participer aux prochaines échéances électorales et à la présidentielle de 2030. Avec une vraie stratégie robuste, on connaît la stratégie du RADP, c'est d'éliminer. Donc, comment faire pour éviter d'être éliminé en 2030? C'est ça l'une des problématiques qu'on va être amené à résoudre. Mais pas avec les traîtres qui sont avec nous. Il faut les libérer. Ça pour moi, c'est... Et je vais commencer à faire campagne pour que le président Thiam puisse virer Jean-Luc Billon et Valérie Apou. Voilà. À 3%, 3% c'est beaucoup, mais on peut s'en passer. Merci. Khalil. Ok. Yann, d'abord réagir rapidement, puis tu parles de la biche. Ok. Laisse d'abord Yann réagir rapidement, puis tu parles de la biche. Pardon. Je pense que le problème, c'est plus... Attends d'abord, Yann. Attends d'abord. La modératrice aussi. Attends d'abord que je d'abord son OK. Est-ce que je vais parler maintenant bien? Ok, il va vite réagir. C'est mon mousseau, c'est moi et j'ai ça. Il dit, il faut te calmer. Je pense qu'à part l'idolâtrie, il y a un problème arithmétique. Parce que dire que 47 plus 3, ça fait 50. Dire que quelqu'un qui a 3% de l'électorat sans parti politique nous tire vers le bas et diminue nos chances, c'est un peu compliqué. C'est un problème arithmétique. Maintenant, revenons à un fait. C'est que sur ce panel, on a parlé de plein d'autres choses depuis ce matin. Il y a que quand les gens qui ne pensent que Tidjane Thiam et pensent que tout le débat se tourne autour d'une personne sont arrivés, il y a que le fait que Tidjane Thiam est rentré dans le débat. Sinon, on parlait de l'avenir du PDCI-RDA et on tenait des positions d'analyste. C'est-à-dire, on essayait d'être objectif. Fallait suivre à ce moment-là. C'est vrai que mon nom est accroché sur Internet avec la personne de Jean-Luc Billon, mais chaque fois que je parle, je m'appelle Yann Comenan, ma vraie image. Donc, chaque fois que je parle, je dis ce que je pense. Tu vois, c'est vrai que quand vous parlez, souvent j'arrive à citer des gens et à donner des exemples. Mais le but de ce débat, ce n'était pas de faire exister Tidjane Thiam. Maintenant, pour ton information, Flavio, pour qu'on puisse renvoyer Jean-Luc Billon et Valérie Apou, il faut un congrès. Pour qu'on puisse avoir un congrès, il faut un bureau politique. Et pour que le bureau politique se tienne, il faut que le président vienne. Mais avant ce bureau politique, on doit faire le bilan de son action. Et je ne pense pas que ça soit dans son sens. Donc, il y a des tractations qui sont en train de se faire au niveau du PDCI-RDA. Il y a une chose que tout le monde a compris, c'est qu'on ne peut pas avancer sans les autres. Mais bon, comme toi, tu n'es pas de la maison, tu peux dire ce que tu penses. Donc, Flavio, je répète encore qu'il y a eu beaucoup d'arguments qui ont été donnés. Et quand je parlais ce matin, je me jouais les analystes. J'étais pas bioniste. C'est vrai que c'est collé à mon image, mais moi, je sais pas pour toi, mais moi, je peux réfléchir de moi-même en dehors de la personne de Jean-Luc Billon. Je ne lui dois pas allégeance, je ne vois pas un homme, un Dieu pour me coucher devant. Si toi, tu n'arrives pas à le faire pour Thiam, c'est ton problème. Mais tout le monde n'est pas la même chose. Voilà. Merci. Ok, la biche, vas-y. Merci beaucoup, Général. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai entendu ici Flavio dire que le président Alassane Ouattara a dit qu'il allait rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. J'aimerais demander ici à Flavio, est-ce qu'il a lu cet article-là dans son entièreté? Parce qu'il ne suffit pas de dire des choses, c'est-à-dire vous prenez des ramassés de choses et puis vous dites, est-ce que cet article-là, qui remonte à, je crois, si je me rappelle bien, en 2000 ou je sais plus là, j'ai un bout même ici, est-ce que Flavio a lu l'article en question? Parce que sur la page de l'article, c'est marqué Alassane Ouattara à l'hebdomadaire français, Le Point, c'était ça le truc. La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Maintenant, si vous avez du temps, excusez-moi, si vous avez du temps, je peux vous lire la petite partie où Flavio fait allusion. Parce que arrivé à un moment donné, Jonathan, je raconte rien. C'est un article, c'est un journal. Allez-y dans les archives, vous allez voir. Vous allez comprendre. Pardonnez. Donc, je lis. On dit, Alassane Ouattara, candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2000, estime que la Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable dans une interview à l'hebdomadaire Le Point. Et ça dit quoi? Je ne renoncerai pas à ma candidature, déclare M. Ouattara, dont la nationalité ivoirienne, et parlons de la possibilité pour lui d'être candidat, est contestée par les partisans du président Henri Konan Bédié.
affirmant avoir demandé à ses partisans de s'abstenir de recourir à la violence. Donc, dans l'article même là, M. Alassane Ouattara même empêche ses partisans de recourir à la violence. Ça, c'est déjà un. Ce qui n'est pas le cas de ton Thiam. Donc, tu ne peux pas comparer. Je continue. M. Ouattara, qui séjourne actuellement en France, déclare: je préconise une stratégie de résistance et de mobilisation. Mais le pays va devenir ingouvernable. On ne peut pas le gérer en arrêtant les gens tous les jours, en violant les droits des journalistes, des hommes d'affaires, etc., etc. La Côte d'Ivoire n'est plus un état de droit, ajoute-t-il. Donc, à quel moment, je vais demander ici à Flavio de me dire, à quel moment le président Alassane Ouattara a dit que lui, il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable? Je ferme mon micro. Excusez-moi, l'article, si j'ai bien compris, on parle de 2000. Hein. L'article qu'on vient de citer là, on parle de 2000. Hein. Non. Si j'ai bien compris. Non, mais j'ai posé une question, je suis sur le panel, je pose une question. Je vais mettre ma caméra. Je pose une question. J'ai entendu 2000. C'est vrai ou bien j'ai mal entendu? Voilà l'article ici. Est-ce que tu vois? Daouda, Khalil, faut me mettre en grand. Voilà le bout de l'article ici. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai entouré en rouge, regardez bien. Regardez, c'est à l'hebdomadaire français Le Point. Voilà ça ici. Non, mais est-ce que j'ai entendu 2000 dans ce que tu as lu ou voilà pas? Ça. Que je veux savoir. Top 2000, voilà ça. Ah, ok, d'accord. On parle de cadeau. 2000, là, c'est Bédié qui était au pouvoir. C'est Bédié qui a dit. Voilà ça ici. Mais j'ai lu avant, non? Ou bien tu n'avais pas l'oreille? Si tu veux, je peux relire la partie. Je n'avais pas l'oreille. Ok, sinon je peux reprendre la partie là. Le pouvoir dont les gens disent, moi je ne le dis pas. Bédié affirmant avoir demandé à ses partis. Attends, ici on dit, fais le zoom. C'est tellement petit, je fais l'effort. Le pouvoir que le président Ouattara a menacé, que les gens disent qu'il a menacé là, c'est le pouvoir de Bédié. Donc ce n'est pas en 2000, Bédié n'était pas au pouvoir. C'est tout ce que je vais te faire comprendre, c'est tout. Voilà, c'est ça je dis. Flavio, ouvre ton micro, tu vas me dire à quel moment le président Alassane Ouattara, je ne sais pas si c'est sur ça là que tu te bases, mais l'article est là. Donc, à quel moment Alassane Ouattara a dit que lui, il va rendre le pouvoir ingouvernable? C'est ce que je demande en fait. C'est pour ça que je suis allée chercher l'article et j'ai vu qu'il a dit que la Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Maintenant, Flavio, peut-être qu'il a un article où le président Alassane dit « Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable parce que c'est lui Superman, je ne sais pas. » Donc, Flavio va ouvrir son micro et puis il va me dire « C'est tout. » Ok, mais si c'est ça ma préoccupation en fait. Pardon, ne m'interromps pas quand je vais parler. Ou bien je te laisse finir et je parle. S'il te plaît, ne m'interromps pas, s'il te plaît. Voilà, merci. Alors, vraiment, les militants du RADP et du RDR, quand on dit votre champion a tenu des propos graves en son temps, vous êtes dans le nihilisme. Systématiquement, vous êtes dans le nihilisme. Lui, il est blanc comme neige et il est comparable donc au coton. C'est ça quoi en l'occurrence. Non, alors, attends, excuse-moi. Fact-checking en fait. Excuse-moi beaucoup, parce que c'est pas la question de Kaza. Le document qu'elle montre actuellement là, il dit disant que Ouattara est candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2000. Ça n'a pas encore eu lieu. Il est déclaré à la présidentielle. Donc ça n'a pas été fait et forcément, c'est tout censure. Il parle bien et bel et bien du régime qu'on a Bédié. Kaza. Tu m'entends, Kaza? Je suis là, ouais. Il parle voilà. Bien du régime qu'on a Bédié, c'est ça? Il parle bien du régime qu'on a Bédié. D'accord. Il dit. Allô? Je t'écoute, hein. Voilà, il dit. Le RDR, il a décidé, n'est-ce pas, de quitter le pays privé pour fin novembre, après la candidature des principaux dirigeants du parti RDR, tout et tout. Ici, maintenant, il guillemets, le président Bédié dispose des forces de l'ordre. Ceux qui me soutiennent ont les mains nues. Je ne vais pas les livrer au matraquage et au fusil. Je leur ai dit que je ne voulais pas de violence, affirme-t-il. Interrogé sur l'expulsion de quelques 12 000 Burkinabés chassés de la région de Tabou, à 600 km, n'est-ce pas, à 400 km, n'est-ce pas, d'Abidjan, par les autochtones Koulmen, à la suite d'un conflit foncier début novembre, M. Ouattara l'attribue à la montée de la xénophobie. Puis il parle maintenant. Donc l'article a lieu, effectivement, où qu'on avait dit qu'il y avait le bien au pouvoir. En 2000. Voilà, maintenant. Non, pas en 2000. Non, en fait, il dit qu'il est candidat pour 2000. Il est candidat pour 2000. Il a dit dès 1999. Ok.
Ok, d'accord. Donc, Moi, c'est clair. donc ce propos-là a été, en fait, il est sorti de son contexte là, pour dire qu'il dit qu'il va rendre le pays ingouvernable. C'est pas ce qu'il a dit, non. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon, faut dire ça. Il Il y a dit, quelqu'un qui a mis en Je commentaire. demande à Flavio de me faire sortir l'article où le président Alassane Ouattara a dit que lui, en tant que Hulk, lui il est Hulk, lui il est Superman, il est American Power, c'est lui-même le super-héros de tout le monde entier, de l'univers. C'est lui là le pouvoir. À quel moment il a dit que lui là, il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable? Donc, il fait mon micro, puis j'attends ma préoccupation. Enfin, j'attends la réponse de ma préoccupation, c'est tout. Merci. Bon, déjà, primo, je n'ai pas eu à dire que le président Alassane Ouattara a dit qu'il allait rendre le pays ingouvernable. C'est pas le propos que j'ai tenu. Voilà. Déjà, je l'ai pas dit. Mais effectivement, il a tenu ce propos-là. Et la phrase exacte, c'est « Je rendrai le pays ingouvernable. S'il veut, on va tout nyangami ». C'est en août 2002 qu'il a tenu ces propos. C'est le président Gbagbo qui était président à ce moment-là. Moi, les sources que j'ai... La source, en fait, excuse-moi, il faut Fabio. En fait, elle demande dans le débat pour que tout le monde soit éclairé. Attends. La source de ce propos-là. Flavio, tu as dit ça là, non? Ce que tu viens de dire là. Non, Tu as je n'ai pas dit... dit encore qu'il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Faut dire la vérité. C'est pour ça que je suis montée. Sinon, moi, j'allais même pas. Je t'ai dit que quand je vais parler, laisse-moi parler. Parce que si c'est Mais pour tu me- l'as dit. Je ne vais pas accepter que tu ne dises Si pas c'est la pour me vérité. couper Tu l'as les dit. cheveux, on va pas s'entendre. Laisse-moi Non, aller. mais il faut partir du postulat que tu l'as dit. Parce que c'est comme si moi je mentais en fait. Je suis pas en train de mentir. Mais moi, je ne serais pas surpris si tu dis un truc qui n'est pas vrai. C'est pour ça que tu dis des trucs qui sont pas vrais. Ok, Voilà, il n'y a pas de donc, souci, mais tu l'as dit ici. Quand tu as fini de dire pour, je le frapperai bon, quand je te tu laisse as dit finir aussi, et il a puis ensuite, je dit. te donne la parole. Oh là là, il est saoulant ce mec. Merci, voilà. Moi, mon propos, c'était de dire que le président, effectivement, a eu à tenir un tel propos en août 2002. Khalil, je te donnerai la source tout à l'heure. J'ai besoin de confirmer un truc et puis je te donne la source. Mais le propos que j'ai trouvé, c'est « Je rendrai le pays ingouvernable s'ils veulent, on va tout nyangami ». Et puis, il a tenu le propos, la formulation m'échappe un peu, mais c'est un titre du Patriote du 23 décembre 99. Hein? Il a tenu un propos dont la substance m'échappe un peu, mais dans la même tendance. C'est en gros, si on ne lui permet pas de candidater, effectivement, il va aider, donc il va mettre le pays en difficulté. Et ça, je retrouverai ça parce que je l'ai dans mon portable et je vais vous le sortir. Mais il y a un truc qui est constant avec les militants du RADP. C'est-à-dire que dans votre posture, le président Alassane Ouattara dans l'opposition était un ange. Il était un ange. C'est-à-dire qu'il n'a jamais dit un propos qui a dépassé la limite. Ce n'est pas vrai. C'est pas le débat. Non, excuse-moi. En fait, non, Khalil, la du débat, en fait. Je vais terminer un point. Mais Khalil, attends. Juste, moi, je ne m'attendais pas à ce que tu poses cette question-là. Donc, non, attends. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me pose cette question, donc je ne peux pas sortir automatiquement la source. Laisse-moi gérer le débat d'abord, le panel. C'est ça que le débat, si à chaque fois on a crié comme ça, ça devient problématique. Voilà. Je dis, attends d'abord que je pas poser le débat. C'est vrai que c'est vrai que c'est une digression, certes, mais tu dis que tu n'as pas d'éléments que tu vas fouiller, d'éléments tu vas trouver. Ça, c'est noble. Tu n'as pas d'éléments actuellement avec toi, et c'est vrai qu'on peut te plier au dépourvu. Maintenant, je pense que ça, à le moins, n'est-ce pas, avec sa réponse, il dit que l'élément est avec lui, mais après, l'élément sera produit. Voilà. Maintenant, le débat n'est pas de dire que est-ce que le PDCI pense que le RDR pense que le leader est blanche comme neige. C'est pas le débat. Le débat est que tu as fait une accusation. Voilà le débat qui est posé. Non, le débat ici n'est pas de dire que Tiam ou Ouattara est blanc comme neige. Non. Personne ne l'a dit ici. Le débat, c'est de dire que si je dis, par exemple, que Tiam a fait ça, où sont les éléments de preuve que j'avance? C'est tout. Donc, il ne faut pas extrapoler trop loin. En fait. Non, moi, je pense que termine rapidement, il faut chuter, parce qu'il y a. Je pense qu'il y a. Normalement, c'est Kazak qui devait prendre la parole si je m'abuse, sauf que de ma part. C'est Kazak qui devait prendre la parole, après il va réagir. Vas-y, termine rapidement. Ok, juste, je vais chercher les éléments. Hein. Je pense que je les ai dans mon portable. Peut-être que je vais être obligé de dire ça, mais je peux pas faire de recherche en même temps que je suis connecté là. Et dès que j'ai les éléments, je te ferai signe en commentaire. Mais Khalil, au fait, j'ai dit ça à dessein. Quand je dis que les militants du RADP pensent que le leader est blanc comme neige, là, je le dis à dessein. Voilà. Parce que très souvent, quand on sort ces propos-là, quand on dit que leur leader a eu à tenir un certain nombre de propos, j'allais dire, qui tombaient sous le coup de la loi, ils s'inscrivent automatiquement en faux là-dedans. Automatiquement, ça ne peut pas être vrai. Mais évidemment, en son temps, la technologie n'avait pas atteint ce niveau-là. Donc, on n'a pas des sources vidéo. On a des sources écrites ou des journaux qui relatent un certain nombre d'informations. Donc, soit on va contester ces sources-là, ce qui est très simple à faire. Hein. Mais moi, j'ai un titre de journal du Patriote titré où le président Alassane Ouattara tient des propos qui tombent sous le coup de la loi. Tout simplement. Donc, je fais mon micro, je sors les éléments tout à l'heure et puis je vais me mettre en grand s'il faut comme elle et puis je vais montrer, tout simplement. Ok, Khalil. La biche, vas-y. Même si je vais dans le sens de Flavio et que le président Alassane Ouattara a eu des propos. En politique, tout le monde dit des propos.
Si je pars même de son postulat, hein, que le président Alassane Ouattara a dit ça comme il le dit là. On est en politique, il y a des gens qui ont dit pire. Mais comme il veut comparer le président Alassane Ouattara à son président, la différence est que le président Alassane Ouattara n'emmène pas ses partisans à aller faire des conneries dans la rue ou aller tuer les gens ou aller marcher. Lui, il dit à ses partisans de se calmer, de respecter et de rester chez eux à la maison. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, comparaison n'est pas raison, frère. Donc, quand tu viens dire des choses là, parce que vous avez l'art de déformer aussi les dits. C'est Alassane, il a dit, c'est politique. Gbagbo même a dit, on se lance des pics. Maintenant, montre-nous la preuve où le président Alassane Ouattara a dit aux gens, sortez, le pouvoir est dans la rue. On va aller faire ça, on va aller les diamants, on va aller tous les jars. Montre-nous un élément de vidéo où le président Alassane fait ça. Montre-nous un élément de vidéo où le président Alassane s'arrête pour dire que oui, moi je suis comme ça, alors on va prendre le pouvoir dans les rues, etc., etc. Non, parce que lui, il fait sa politique avec manière, avec finesse, même si il lance des pics comme les autres aussi. Tu comprends un peu ce que je veux dire, non? Donc, soit tu sais faire la politique, soit tu ne sais pas la faire. Mais à aucun moment, le président a lancé ses partisans dans les rues, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas raconter des conneries. Maintenant, quand tu dis que oui, il n'est pas blanc comme neige, que les gens pensent que tout... Non, c'est clair que quand le RDA était en adversité, c'est clair qu'ils n'étaient pas tendres. C'est normal. Ils n'étaient pas tendres. C'est ça la politique. On se lance des pics. Mais je ne crois pas que si aujourd'hui, là, on veut peser Thiam et puis le président Alassane Ouattara, là, Thiam aura casé. Parce que CNT, là, son nom, il figure. On dirait que tu oublies la partie, là. CNT de 2020, là, qui n'était pas nécessaire, là. Son nom, il figure. Pareil pour maintenant, là, 2025 encore, là. Quelqu'un qui se dit démocrate, qui ne veut pas respecter la Constitution, là. Qui dit des propos, qui incite des gens à aller se faire tuer, là. Il aura aussi casé aussi pour ça. Donc, à quel moment le président Alassane Ouattara a fait ce genre de choses-là? Merci. Merci. Quel âge? Ouais, je suis là. Je tenais à dire que... Je suis là. Non, pardon, je suis là. Vas-y, Voilà. vas-y. Voilà. Bon. Flavio, je t'invite à aller prendre des cours de politique sur TikTok, hein, parce que apparemment, nous sommes selon certains, voilà, faut avoir un QI politique proche de 0 pour soutenir M. Tidiane Thiam. D'autres disent non, parce que quand on connaît pas la politique des enseignants, des politiciens à 2 balles de TikTok, là, on va aller s'inscrire chez eux là-bas. Quand j'ai pris la parole ce matin, j'ai commencé à parler de Jean-Louis Billon. Quelqu'un est venu nous dire ici, tu n'es pas intelligent, tu manques de ceci, de cela, toujours dans les mêmes termes, en se faisant passer par l'individu, par la personne la plus hyper intelligente. Et bizarrement, c'est vrai. Je commence à y croire parce que à chaque fois, quand il dit quelque chose, quand on répond, non, vous n'avez pas compris. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Au départ, je pensais que ça me concernait que moi seul, mais finalement, ça concerne tout le monde. Cette même personne dit, c'est nous qui parlons de Thiam. Il a pris la parole ici. Il a parlé de Thiam durant toutes ces 6 minutes. On a tous remarqué. C'est que de Thiam. Et il va venir reprocher à Flavio. Quand Flavio prend la parole, c'est pour parler des RLE ou bien de quoi. Mais c'est pareil. Quand vous prenez la parole, c'est pour nous dire, ouais, il y a des gens, qui pensent que M. Tidiane Thiam, c'est le plus intelligent, son intelligence est proche de Einstein, c'est les mêmes trucs là. Donc, tant que vous parlez de M. Tidiane Thiam, moi, je ne suis pas un Thiamiste BA, je vais défendre la partie qu'il y a à défendre, et la partie que je peux pas défendre là, ce que je trouve cohérent, les choses que je trouve cohérentes. Les choses que je trouve cohérentes, je vais pas défendre. Voilà. Je suis pas un Thiam BA, je le répète. Quand on se dit militant du PDCI, et qu'il y a un frère qui monte sur un panel pour traiter le président de ton parti de terroriste. Tu ne soulèves pas le petit doigt. Mais si c'est Kaza qui avait parlé de Billon, tu vas rentrer dans tous tes états. Non, mais il faut être quand même un peu sérieux, soyez cohérent. Vous êtes dans le PDCI pour détruire le parti. Voilà, vous êtes là pour détruire le parti, c'est tout. Pourquoi est-ce que vous aurez le droit de parler de Thiam, de critiquer, et puis nous, on n'aura pas le droit de critiquer M. Billon? Parce que moi, j'ai dit, c'est derrière nous, tout ça. Et tu as osé dire, non, on n'a aucune proposition. Et qui s'était rappelé mes propositions. Tu as dit un mot là-dessus. Dis-nous ce que tu en penses de ça. Moi, j'ai dit, l'élection présidentielle est derrière nous. Le président de la République a gagné les élections. Il y aura les investitures. Il va inviter qui il a envie d'inviter. Faisons face aux élections législatives.
Et tout à l'heure, j'ai voulu répondre au grand frère Aïdé, mais malheureusement, il était descendu. Moi, je savais même pas qu'on avait déjà commencé à déposer les candidatures. Et je trouve ça tellement, pour être gentil, j'ai voulu dire idiot, mais je vais pas le dire. Pendant qu'on est en train de se préparer pour les élections législatives, le PPACI n'a rien d'autre à trouver que de nous prendre un communiqué pour dire qu'il y a une marche le 8 novembre. Est-ce que ça, franchement, politiquement, c'est sérieux? Ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est pour ça que j'ai passé tout mon temps à critiquer la stratégie. La stratégie, elle a été mauvaise. Maintenant, il faut passer à autre chose. La stratégie du PPACI du président Tidjane Thiam, c'est une stratégie qui a été mauvaise. Elle a été mauvaise pas parce que Kaz est en train de critiquer, parce qu'on a reçu aucun résultat. Il n'y a aucun résultat. Ou du moins sur les 4 choses que je vais citer. Le président Thiam aura son nom sur la liste électorale. Ça n'a pas marché. Monsieur Laurent Gbagbo aura son nom sur la liste électorale. Ça va pas marcher. Le président de la République ne pourra pas faire son 4e mandat. Ça n'a pas marché. Il a posé sa candidature, il est même élu président. Les élections n'auront pas lieu. Ça n'a pas marché. Donc, dès l'instant qu'on constate que la stratégie n'a pas marché, il faut passer à autre chose. Il faut utiliser une autre stratégie. Le dire là, ce n'est pas forcément en train de critiquer. Maintenant, mon frère Gab dit, non, on est devenu lucide maintenant, on veut réunir tout le monde. Ben oui, on veut réunir tout le monde, mais c'est ça la politique. C'est ça la politique. Le président Ouattara, qui a fait plus du mal au président Ouattara sur la scène politique que Henri Konan Bédié. Il a osé lancer un mandat d'arrêt international contre le résultat des courses. Les deux ont gouverné ensemble pendant 8 ans. Voilà. La politique, on avance. Si vous voulez passer votre temps à regarder dans le rétroviseur, vraiment, ça c'est autre chose. C'est là où je suis pas d'accord avec Flavio, où il dit non, les élections législatives, il doit y avoir une union entre que le PPACI et le PDCI. Bon, toi tu connais, moi ma position, puis je vais pas la donner publiquement, mais toi tu le sais. Tu sais, moi ma position par rapport à cette alliance. Mais je vais pas venir dévoiler ça ici. Je connais ma position. Donc dire que c'est que le PPACI et le PDCI, ça c'est encore créer la division et se voir encore perdre les élections législatives. Alors que c'est pas le but que nous devons rechercher aujourd'hui, hein. C'est pas le but. Si nous laissons le RHDP, le RDR RHDP avoir le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, ils vont tourner en roue libre pendant 5 ans et il n'aura rien. À l'époque, je le disais, il y avait un précédent en 2020. Monsieur Henri Konan Bédié, à son âme, sa candidature a été acceptée. Il a refusé de se présenter, soit disant que le président actuel n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. Résultat des courses. Le RDR, RHDP, ils ont gagné les élections, ils ont dirigé le pays pendant 5 ans, il n'y a rien eu. On vous a donné quelques négociations, on vous a donné quelques biscuits, et puis voilà, l'opposition s'est calmée. Ceux qui pouvaient aller prendre des strampotins au niveau de l'Assemblée nationale, ils sont allés sans tenir compte qu'il y avait un troisième mandat. C'est là aussi l'incongruité. Moi, je dis, je donne cette idée-là, mais si on veut être logique, normalement, vous ne devez pas vous présenter aux élections législatives. Parce que, à supposer, moi je pose la question, à supposer qu'aujourd'hui, il y a ceux qui vont déposer leur candidature, et qu'on refuse la candidature, ne serait-ce que d'un seul élément du PDCI et du PPACI. Qu'est-ce qu'on fait? On doit les soutenir. Comme on a soutenu, comme on a refusé d'aller aux élections, on a soutenu le président Thiam et le président Gbagbo parce que leurs noms n'ont pas été retenus sur la liste électorale. Donc si on veut être logique, si on veut être cohérent, c'est ce que nous devons faire. Mais comme moi je suis toujours contre la politique de la chaise vide, c'est pour ça que je fais cette proposition-là. Donc, ceux qui prennent la parole pour traiter les autres d'imbéciles de façon sournoise, traiter les autres de non-intelligents de façon sournoise, en venant dire, ouais, Kaza, c'est mon grand frère. Je ne suis pas là pour être le grand frère de quelqu'un ici. Je suis le grand frère de ma petite sœur, je suis le grand frère de mon petit frère. Voilà. Je vais pas être le grand frère de quelqu'un ici. Continuez à manquer de respect. Ne vous cachez pas cette histoire derrière cette histoire d'être grand frère. Je ne revendique pas d'être le grand frère de quelqu'un ici. Continuez dans votre incondescendance et c'est pas bien grave. Merci. Et souffre. Merci beaucoup. Attends, normal, c'est mon temps de parole, hein, s'il n'y a pas d'émotion. Et comme le temps n'est pas normal, ce n'est pas ton temps de parole. Il y a émotion. Tu as bien parlé, puis tu viens chier encore dessus. Mais c'est ça, le proposant. Tu as bien parlé, puis tu viens chier. Les chercheurs de grands frères, vous avez entendu, non? De moi, il ne dit pas mon nom même. Kaza. Non, le proposant, je pense que tu as très bien parlé. Il faut que, et puis, moi, le conseil que je peux donner à Flavio, il faut sortir du gré. Parce que toi, toute ton analyse là, c'est du gré. Aujourd'hui, là, la politique de l'exclusion, là, ça n'aboutit à rien. Je pense que, depuis Mabo, il faut pouvoir s'excuser auprès des candidats qui ont eu le courage d'oser le changement. Parce que c'est déjà un mérite d'avoir osé dans les conditions dans lesquelles tout s'est déroulé.
Donc, au lieu de se moquer, de ricaner, faut leur dire félicitations. Ensuite, il faut présenter ses excuses à l'ensemble des Ivoiriens. Parce qu'au résultat des courses, 1, le quatrième mandat s'installe. 2, il y a eu des Djali. 3, il y a eu des déplacés. 4, il y a des populations aujourd'hui qui sont martyrisées par tout ce qui a pu se passer. Et tout ça pour rien, quoi. Aujourd'hui, comme Paris vient de le dire, il y a 12 jours pour présenter les candidatures. Déjà, il faut pouvoir remobiliser les bases. Parce que c'est le temps qui joue contre nous. Hein. Là, la stratégie du RHDP, c'est de vous occuper déjà dans des procédures d'instruction judiciaire. Ce qui ne va pas permettre à certaines personnes de se concentrer sur la possibilité de réunir leurs documents, voir les régularités fiscales, regarder les conditions d'éligibilité afin de pouvoir s'y conformer. Et là, il faut être vraiment lucide et aller à l'essentiel. Déjà, aller à l'apaisement, parce que c'est ça d'abord. Parce que jusqu'à présent, les Ivoiriens sont un peu traumatisés. Ils sont un peu traumatisés et devant cette douche froide-là, je pense que c'est l'échec de tout le monde. C'est vrai que nous aussi, on s'est lancé dans la bataille. On a cru, dur comme fer, que ça pouvait aboutir. On n'a pas pensé que nos frères allaient maintenir leur tendance à vouloir boycotter jusqu'à empêcher le soutien de se tenir. Et on n'a pas vraiment pesé tous ces paramètres-là. Et malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. C'est un échec. Le deuxième tour, là, ce sont les législatives. Il faut réunir. Il faut ratisser l'âge. Il n'y a pas de traite. Parce qu'aujourd'hui, hein, quand j'entends les gens du RHDP le dire, mais c'est la vérité. Leur véritable directeur de campagne pour ces élections-là, mais c'est Gbagbo et Pithiam, qui ont milité pour qu'ils puissent rester longtemps, pour qu'ils puissent s'asseoir au pouvoir. C'est eux qui ont fait leur campagne. Vers la fin, le RHDP, eux, ils se sont mobilisés pour aller chercher les gens qui n'avaient pas la possibilité de voter, d'aller voter. Ils ont fait de la politique de proximité pour encourager les gens. Et ça, ils ont le mérite de l'avoir fait. Et il faut suivre les bons exemples. Il ne faut pas s'accrocher à des rêves, à un idéal qui est basé sur du vent. Aujourd'hui, là, cette stratégie-là, on doit l'adopter. Mais de prime abord, il faut pouvoir réunir tout le monde autour. Si réellement la volonté, c'est de pouvoir avoir une alternative crédible. Parce que 2030, là, ça se joue maintenant. Hein. Si on échoue au niveau des législatives et que le RHDP a la majorité, il aura la majorité au Sénat et ainsi de suite, jusqu'au municipal, mais on va encore subir. Et ça va décourager les gens même à aller s'enrôler parce que les différents RLE qui pourront se faire pendant toutes ces années de gouvernance du RHDP, les gens risquent encore de bouder. Ils vont se dire, mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Pour ensuite venir les réclamer à la veille de l'élection. Je pense que c'est maintenant, il faut qu'on puisse revoir. Il faut qu'on puisse tirer les leçons de nos échecs. Parce que c'est nos échecs à nous tous. Et surtout, à ceux qui ont dit non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne pourra pas, ils n'ont pas. Vouloir faire du bras de fer, vouloir dicter la conduite pendant qu'on est dans l'opposition et qu'on n'a même pas un contre-pouvoir quelque part. Je pense qu'il faut qu'on gagne en lucidité. On sort de notre tête tout esprit d'exclusion et de division. On remobilise nos troupes, on regarde effectivement ceux qui n'ont pas pu retirer leur carte électeur, à les encourager, quitte à trouver des moyens de les convoyer. Dès que la possibilité sera permise aux gens de pouvoir effectivement retirer leur carte électeur. Parce que moi, je crois, du comme fait, étant à la logistique des campagnes sur Paris, il y a un coup à jouer. Moi, j'ai demandé à des personnes qui pensaient qu'ils n'étaient même pas sur la liste électorale. J'ai dit, mais va sur le site de la CEI, tape ton nom et ton prénom. Tu verras que tu es sur la liste. On t'a pas radié de la liste. Donc, pourquoi tu penses que tu n'es pas sur la liste? Parce que tu n'as pas participé à la dernière RLE. Mais la dernière RLE n'efface pas ta présence sur la liste électorale. Elle est là pour pouvoir ajouter des électeurs et non d'en exclure, à moins que tu aies été condamné. Donc, c'est ce langage de vérité-là. Il faut pouvoir tenir aux électeurs pour qu'ils puissent se remobiliser. Et il y a plein qui ont vu effectivement qu'ils sont sur la liste. Malheureusement, la possibilité de retrait avant le vote a été tolérée dans certains bureaux de vote et non dans d'autres. Ça a été toujours à géométrie variable parce qu'on n'était pas présent en grand nombre. Donc, il faut déjà rétablir l'équilibre de sorte que les Ivoiriens se sentent en confiance et qu'ils puissent aller s'exprimer dans les urnes. Merci. Khalil, je peux te poser une question? Comme je sais que toi, tu es un peu au courant de ça. Khalil, tu es là?
Bon, Kali n'est pas là. Vas-y, hein, vas-y. Non, je voulais savoir. Moi, selon les informations que j'ai, on peut voter sans sa carte d'électeur. Donc, je comprends pas. Tu dis, il y a des gens qui n'ont pas pu voter parce qu'ils n'ont pas retiré leur carte d'électeur. Donc, je voulais que Khalil me dise si c'est vrai ou faux, qu'on peut voter effectivement sans sa carte d'électeur. Non, j'ai dit. Ce que j'ai dit, je le reprécise. Il y a des personnes qui pensaient, il y a des bureaux de vote hein, où, effectivement, avant d'aller voter, les gens te permettent, effectivement, parce que les cartes d'électeurs sont là. Hein. Les cartes d'électeurs sont là. Moi, c'est ce qui s'est passé avec moi à Bordeaux. Voilà. À Bordeaux, j'ai retiré ma carte d'électeur. Il y a eu des bureaux de vote où les gens disent non, on ne retire pas. Malheureusement, chacun a interprété les consignes comme il le voulait. Et étant donné que nos représentants n'étaient pas en grand nombre, quand c'est comme ça, personne ne... Parce que le problème, c'était que quoi? Les gens ont eu peur de s'interposer, de peur qu'il y ait des grabuges. Parce qu'effectivement, en plus du personnel de la CEI, qui est à 80% du RHDP, il y avait les représentants du RHDP qui étaient en grand nombre, parce que eux, ils ont doublé carrément leur représentation. Or, nous, on avait fait un ratio pour un supplément pour 5 assesseurs. C'était difficile. On a fait même un ratio pour 10 bureaux de vote pour un superviseur. C'était vraiment trop... Ça permettait pas réellement de pouvoir surveiller le scrutin. Donc, c'est de ça que je parle. Mais il faut que la CEI ait un langage uniforme, de sorte à donner des instructions fermes à ses représentants de se dissocier de leur étiquette partisane. Parce que c'est ça le problème. Et je pense que ça a été ça le gros problème de ces élections. Les représentants de la CEI, ils se sont surpris à être des militants du RHDP et à chercher comment on appelle, à lutter pour leurs candidats, au lieu de lutter pour l'ensemble des représentants qui étaient là, de jouer la transparence pour l'ensemble des représentants qui étaient là. Gab, excuse-moi, Gab. Donc, à t'écouter, tu nous dis que des gens ont été empêchés de voter parce qu'ils n'ont pas de carte d'électeur, c'est ça? Il y a des gens qui n'ont pas pu retirer. Ils n'ont pas pu retirer leur carte électeur, donc ils n'ont pas voté. C'est pas la question, c'est pas la question est posée. J'ai dit, il y a des gens qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur dans les bureaux de vote et qui n'ont pas voté. C'est pas la question qui est posée. Donc, je t'écoute. Je dis, voilà. Tu es en train de nous dire que des gens ont été empêchés de voter parce qu'ils n'ont pas de carte d'électeur, c'est ça? Exact. Voilà, maintenant, c'est où ça? C'est où? Tu veux que je te donne exemple au niveau de Bagnolet, il y a certains bureaux de vote. Au niveau de Bagnolet, il y avait 60 bureaux de vote. Au niveau de, comme on appelle, Noisy-le-Sec, il y avait 23 bureaux de vote. Donc, et il y a certains bureaux de vote. Pardon? Donc, il est inscrit et puis on dit il ne vote pas. Mais il ne peut pas retirer sa carte d'électeur. La carte d'électeur, là, tu peux pas voter avec ta carte d'identité, puisqu'on doit mettre un tampon à voter. Donc, c'est le principe. Non. Écoute-moi. Ah, purée. Écoute-moi. Je parle de philosophie. Hein. Je ne parle pas de philosophie. Je dis, voilà. Tu ne peux pas voter sans ta carte d'électeur. S'il y a certains bureaux, voilà. Tu ne peux pas voter. Oui, mais vas-y, je te dis ce qui est. Tu ne peux pas voter sans ta carte d'électeur. Il y a certains bureaux de vote qui ont permis à ce que certaines personnes retirent et qu'ils aillent voter. Par contre, il y a d'autres qui n'ont pas permis cela. C'est dans quel bureau de vote? Moi, j'ai appelé. Je ne vais pas te faire la liste de tout. Non. Si tu veux, dans le bureau de vote, à huis clos, je peux te donner la liste des bureaux de vote où il y a eu ces cas de figure. Parce qu'on a eu les rapports de nos représentants. Pourquoi cacher ça? Non, regarde. Attends. Pourquoi se cacher? Si c'est vrai, on va ensemble le dénoncer. Justement. Mais quand tu me dis, il faut que je te montre. Tu veux que je te montre un listing là? Quel listing? Tu me demandes quoi, juste? Non, parce que ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que... Mais c'est grave, je te dis que c'est grave. Il y a certains bureaux. Pour aller même plus loin, je te dis, pour aller même plus loin. Écoute d'abord mon propos, d'abord on finit de parler. Alors, il fait un raisonnement, écoute d'abord le raisonnement. Je dis, ce que tu dis est tellement grave que tu dois avoir des éléments pour soutenir des propos. C'est quoi, par exemple, c'est quoi un élément par exemple, c'est quoi un élément par exemple? Ça veut dire que si toi tu dis que tu n'as pas d'éléments présents dans le bureau de vote, mais comment toi tu n'es pas dans un endroit, tu dis que non, qu'ils ont volé là-bas? Comment tu peux savoir? Première observation. Si tu es dans un endroit, par contre... Non, il faut répéter ta phrase là, parce qu'il ne faut pas qu'on laisse passer des choses. Tu as dit quoi exactement? Tout de suite ce que tu viens de dire. Je dis que, si tu dis que dans ces endroits, en fait, où tu n'es pas présent, dans ces bureaux de vote là, et tu présumes que, effectivement, là, on devrait être triché là-bas. Bon, est-ce que j'ai parlé tout de suite là, dans nos échanges, j'ai parlé d'abord de tricherie? J'ai dit. Non.
Il y a certains bureaux, non, il faut qu'on se dise la J'ai pas dit que j'ai vérité. dit ça. J'ai Non, dit, j'ai pas dit que non, j'ai non, dit ça. allons sur des choses, Khalil. J'ai dit, il y a certains bureaux qui ont toléré le retrait des cartes d'électeurs avant de voter, là où d'autres ont refusé. Et je suis ferme là-dessus. Je pense que c'était l'objet de nos échanges. De deux, les cas de fraude là, je te dis clairement, par exemple, à Noisy-le-Sec, les 60 bureaux de vote là sont dans une grande salle de gymnase. Écoute-moi Mais d'abord. normalement, non, je vais te donner les cas les cas qu'on peut soupçonner de fraude. Comme c'est de ça que tu parles. Tu te répètes à te répéter. Non, écoute-moi l'avocat, comprends pourquoi tu te répètes inutilement. Ça ne dépend pas au débat. En fait, ce que tu dis là, ça ne dépend pas au débat. Voilà, je répète. Ce que tu viens de dire est tellement grave d'abord qu'on puisse d'abord comprendre ce que tu dis. Si c'est pas bon, on va dénoncer ensemble. C'est le but de ce que nous faisons. Et donc, tu dis que. Je ne sais pas si c'est moi qui ai compris. Vous m'entendez? Ouais, Khalil, on t'entend. Ouais, Khalil, vas-y. Laissons le débat avançant, s'il vous plaît. Non, c'est quand même important ce qu'il dit. Voilà. Parce que toi, tu as compris là où je partais, c'est vraiment très important. Non, mais Khalil, il faut être clair dans tes propos. Parce que tu dis que c'est moi qui le répète. Gap officiel. Mais si à chaque fois tu le coupes là. Laisse-le aller au bout. Laisse-le aller au bout. À chaque fois tu le coupes. Ah. Il n'est qu'à être clair dans ses propos. Mais quel est bon? Attends, quand il va finir là, tu vas nous dire oui, il n'est pas clair. Mais il faut le laisser finir quand même. Merci, ok. Voilà. Je n'ai pas dit que tu dis que j'ai une tricherie, non. J'ai dit que dans tes propos là, on estime que tu présumes une tricherie. Tu présumes. Tu vois, J'ai pas dit que Gaza, tu une tricherie. plutôt, le proposeur, pourquoi tu peux présumer? J'ai dit quelque chose de simple. Et moi, j'aime pas quand on tourne autour du pot. Non, Khalil, j'ai dit. On est attends, quand quelqu'un finit, tu prends la parole ou bien? Ça vient du cafouillage. Tu as parlé d'abord, je t'ai écouté. Donc, ce qu'il va dire, c'est pas vrai. Tu prends une autre qui va pas te dire non, tu as dit ça, je suis pas d'accord. Quand on parle là, la parole là, vit d'un objectif. Et nous qui sommes ici là, aucun de nous ici n'est niais. Quand on parle là, dans un propos, il y a un objectif que tu vas atteindre. Donc tu dis que la CEI a empêché les gens de voter parce qu'ils n'ont pas de carte d'électeur. Tu as dit, tu confirmes. Tu te demandes dans quel bureau de vote essentiellement, tu as dit que tu as cité ces bureaux de vote là. Maintenant, ce que moi je veux comprendre là, où toi tu étais, bon, pas toi, mais vos gars qui vous représentent là, ils étaient où? Je peux te répondre. Première question. Deuxième question. S'ils étaient là, est-ce que le PV où on signe là-dessus les remarques et anomalies là, est-ce que ce PV là, tu as au moins une copie, une photo d'un PV? Je peux te répondre maintenant. Bon, vas-y. Merci. Tu vois, tu es en train de poser des questions-réponses. Et ça là, c'est maintenant tu viens de poser tes deux questions. Et je le répète. Par exemple, à Bagnolet là, il y a 60 bureaux de vote. Et tout se passe dans un gymnase. Les 60 bureaux de vote sont alignés. En principe, tu dois avoir un superviseur pour 5 bureaux de vote. Et puis, s'il y a, dans les 5 bureaux de vote là, il y a un assesseur et un suppléant. Donc, un assesseur pour un suppléant. Nous, on était parti sur un ratio de un superviseur pour 10 bureaux de vote et un suppléant pour 5 assesseurs. Donc, quand tu es assis dans ton bureau de vote là, tu es censé ne pas te lever. Si tu te lèves, c'est que ton suppléant prend ta place. Déjà, avec le ratio de 1 pour 5 assesseurs, un suppléant pour 5 assesseurs, ça ne te permet même pas de bouger. Donc, pendant que tu es en train de surveiller ton vote, tout ce qui se passe autour là, tu observes. Si une personne qui est votante se présente et qui n'a pas sa carte d'électeur, et qu'on lui dit parce qu'il n'a pas sa carte d'électeur, il ne peut pas voter, on n'a pas besoin d'être chinois pour le constater. Donc, tu me dis qu'on n'a pas de représentants, mais comment on a pu faire? Un bureau de vote, c'est pas comme si on dit c'est un bureau fermé où tu es seul là. Non. En Europe ici, là, les bureaux de vote sont regroupés. Il y avait un à Bagnolet et un autre à Noisy-le-Sec. Donc, tout ce qui se passe dans la grande salle, là, tu peux le constater. Et étant donné que tu ne peux pas quitter ton bureau de vote pour aller venir négocier que cet électeur-là puisse voter malgré qu'il n'a pas sa carte d'électeur, tu es obligé de subir ça. Et dans la case, pour signer ton PV là, dans l'observation là, tu ne peux rien mentionner en termes d'anomalie. C'est que les résultats, tu constates et tu signes. Donc, tes préoccupations de savoir pourquoi on n'a pas mentionné, pourquoi on n'a pas ceci, cela, c'est tout ça qui sont les manquements dans le processus qu'il faut pouvoir dénoncer et corriger. Je te donne d'autres choses, et c'est en cela que je voulais aller en deuxième position. Il y a eu des cas où, malgré que l'assesseur soit par exemple dans le bureau 1, il constate que dans le bureau 5, ou bien dans le bureau 10, où il n'y a pas eu de représentant d'un candidat, on est en train de sceller le PV sans que quelqu'un ait signé.
Moi-même, en tant que, comment on appelle, représentant global des élections France, pendant ma tournée, il y a certaines personnes du, comment on appelle, de la CEU qui me disent, moi, venez, vous allez signer. Je dis, mais je suis pas assesseur ni suppléant. Donc, qui a signé les PV là, en l'absence des représentants des candidats? Point d'interrogation. C'est ce pourquoi, quand moi je parle de la psychose qui a été créée et qui a entaché la sincérité de ces élections, je parle de ça en toute connaissance de cause. Non, mais tu vas notre débat, en fait. Tu vas trop loin. Non, j'ai répondu clairement à ta première préoccupation et j'ai dit que je t'emmène sur un autre truc pour démontrer que, effectivement... Tu m'as pas répondu, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu m'as pas répondu? Tu sais pourquoi? Je t'écoute. Voilà, j'ai dit ceci. J'ai dit, merci beaucoup pour le mot, je ne l'ai pas prononcé, mais quand tu l'as prononcé, si c'est vrai, ce sont des irrégularités. On est d'accord? Oui. Et donc, il y a un bureau de vote là. Quand il y a des irrégularités là, dans quel document est-ce que cela est mentionné par la partie? Mais il faut le créer. C'est ça qu'on appelle des manquements. Alors doucement. Dans quel document cela est mentionné? Il faut le créer. Ça, ce sont des propositions qu'on fera aujourd'hui à la CEI. Ce document existe dans les biens. Ce document-là, ça va comment? Je répète encore. Ça n'existe pas. Donc, il faut le créer. Et ce sont des propositions qu'on fera à la CEI. D'accord, ok, merci beaucoup. Non, ça, dans ce cas-là, c'est plus un débat d'opinion. Ce n'est pas d'opinion. Non, écoute. Écoute, Kali. Franchement, il faut obliger à ne pas faire descendre, s'il te plaît. Moi, j'aime pas ça. Le débat, depuis ce matin, dans mon coin, je ne participe pas. Ça, là, ça me supporte, franchement. Écoutons-nous tranquillement. Je t'ai écouté, non. J'ai dit, non, j'ai posé des questions auxquelles tu ne réponds pas. Soit tu fais exprès de tourner en rond, comme on dit à Abidjan, ou soit tu n'as pas compris. Et donc, je t'ai dit maintenant, ok, laisse-moi t'expliquer pourquoi ma question n'a pas été résolue. C'est tout. Voilà. Tu as fait une affirmation qui dit que, d'abord, ça n'est plus une affaire d'opinion, ça c'est une affaire d'information. Sinon, qui supervise toute la France, même de Bion, ne sait pas que dans un bureau de vote, il y a des trucs qu'on appelle le PV, qu'il y a une partie observation, on note dedans les irrégularités. Ça, c'est notre débat. Ça n'est pas une opinion entre Khalil et Gap. Non. Ça, n'est pas une affaire d'opinion. Ce document existe bel et bien déjà. Ça existe. Donc, ce que tu appelles irrégularité, si ça existe, et le temps où tu as automatiquement l'esprit, n'est-ce pas, la présence d'esprit de pouvoir l'inscrire sur ce document-là, c'est grave. Tellement grave que tu demandes à ce qu'on puisse créer un document qui déjà existe déjà. C'est quoi, n'est-ce pas, la gravité du propos? Parce que moi, au début quand je t'écoutais, j'ai eu l'impression que tu avais dit ceci, pour dire qu'il y aurait eu des choses pas catholiques, n'est-ce pas, un bureau de vote, où vous n'étiez pas. Ça, je peux l'entendre. Sauf que, donc comment est-ce que je fais, n'est-ce pas, pour savoir qu'il y a eu, n'est-ce pas, des irrégules chez Kaza, ou moi, je n'étais pas là-bas? Comment je fais pour savoir? Voilà la question. Donc, voilà venir ça, tu sautes pour dire non, en fait, il n'y a pas de document où on peut le mentionner. C'est très grave, ce que tu dis. C'est très grave. Si nous sommes d'accord que oui, des gens, en fait, c'est parce que je ne veux pas être en fait, quand même trop méchant, comme on dit, sinon, comment tu peux savoir que quelqu'un qui vient voter là, il a forcément pas essayé les biologistes, les MGC? Comment tu peux connaître ça, savoir? Comment tu fais? Pour dire non, par conséquent, vos gens ont été écartés à travers ça. Comment, par quoi? Comment on fait pour savoir ça? Ça pose un problème de méthodologie. Mais est-ce que je peux te répondre sur ce point? Parce que tu es en train d'extrapoler, hein, sincèrement. Tu es en train d'extrapoler. D'abord, je n'ai jamais dit que les personnes qui se sont présentées et qui n'ont pas pu voter étaient des partisans de Bion. Je n'ai jamais dit ça. Tu me prêtes ça. De deux, je t'ai dit clairement, le seul PV que les gens signent, ce sont les PV des résultats. Il n'y a pas un PV d'observation, parce que c'est à nous on transmet les PV là. Donc ce que toi tu es en train de présumer là, je te dis que ça n'existe pas, tu me dis que ça existe. Moi j'ai vécu des choses. Non, moi là, je suis témoin oculaire. Toi, tu présumes des choses. C'est pas un petit poteau, on a compris, c'est bon. Voilà. Donc, Kali, sincèrement, moi, je te dis, le seul document qui est contresigné dans le bureau de vote après le dépouillement, c'est le PV des résultats. Et il n'y a pas une case dedans pour dire, j'ai observé ça, j'ai vu ça, bon, voilà mes recommandations. Ça n'existe pas. Egel, j'ai compris. En conclusion, moi, j'ai compris une chose, comme il a dit là, on a empêché des gens qui n'avaient pas leur carte d'électeur de voter. Et merci, c'est tout. Voilà, mais comme tu l'as dit là, comme Khalid t'a donné la réponse là, en te posant la question, comment tu peux savoir que la personne qui veut voter là, c'est un militant du RADP ou des gens du... Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là n'est pas la question.
Mon frère, j'ai dit, ce qui est normal, c'est que, ce qui est normal là, c'est qu'il faut avoir ta carte d'électeur pour voter. Si tu ne l'as pas, mais c'est toi qui es en faute. Ce n'est pas le problème de la CEI. Maintenant, je te dis, il y a certains bureaux de vote où les gens ont toléré que tu prennes la carte avant de voter, et il y a d'autres qui n'ont pas. Je suis pas en train de faire le procès des gens de la CEI. Hein. Si. Non, mais vous présumer ça. Oh, les gars, il n'y a pas de cafouillage, moi, il n'y a pas de cafouillage. S'il vous plaît. Voilà, calmons-nous. On va s'écouter. Des grands messieurs comme vous. Calmons-nous. Voilà. Je sais pourquoi je pose ces questions, pour que tout le monde, n'est-ce pas, Maintenant, est-ce que je peux avoir mon temps de parole? Là, moi, je pourrais développer réellement. Tu viens de finir tout de suite là, maintenant tu vas prendre encore quel temps de parole? Oui, tu peux parler encore. Moi, mais je n'ai pas encore parlé. Tu as bien fait de faire des 5 calices. Mais émotion là. Non, laisse tomber. Les gars, on avance. Allez, les gars, faites exprimer, après, on va faire tourner. En tout cas, merci Kali. Mon grand frère, toi aussi. Faut pas. Attends, enfin, on a qu'à t'appeler comment maintenant? Kaza. Tu sais lire, non? Tu n'as pas profité des 10 000 écoles que le président a construites. Hein? Je ne sais pas lire Kaza. C'est le proposant. Mais c'est proposant. Moi, tu veux qu'il t'appelle comment? Kaza, le proposant. Alors, non, sur le panel là, tu m'appelles le proposant. C'est que tu as enregistré parce que dans la transparence, tu as mon numéro de téléphone, tu as enregistré Kaza, non? Il faut m'appeler Kaza quand tu m'appelles. Mais sur le panel là, c'est le proposant. Voilà. D'accord. Merci pour la clarification. Bon, en tout cas, depuis matin, j'étais là, j'écoutais, mais comme je suivais 2 livres à la fois, j'étais en train de suivre le direct du président de la CEI. Sans cela, mais j'ai voulu répondre à la CEI là, parce que quand les gens ne vont pas suivre les informations, et puis après ils viennent sur le panneau, bien, ils ont juste les bouts de morceaux sur l'internet, et puis ils viennent s'asseoir pour pouvoir dire certains trucs, c'est écœurant en fait. Moi, ce matin, j'ai écouté, vraiment, comme Kaza le dit, c'est les perspectives, qu'est-ce qu'on doit faire. Il a fallu que mon cher frère associé Kaza vient nous envoyer, ce Flavio vient nous envoyer encore dans un autre truc, parce que lui et puis son ami Paris, ils ont parlé de Thiam, parce que Kaza, Flavio parle de Thiam, on a l'impression qu'on a pris aiguille, on a mis en bas de ses fesses pour piquer sans l'avertir au fait. Et il rentre dans tous ses états. Parce que ce que j'ai remarqué, Flavio, tu es mon gars, ce que j'ai remarqué chez toi, tu as eu un petit truc avec la biche tout à l'heure là. Mais depuis que moi je te connais sur le panel, chaque fois quand tu dis quelque chose, tu n'es jamais venu avec les preuves. Même quand les gens te confondent pour te dire, montre les preuves, tu dis non, je n'ai pas les preuves, je vais aller chercher. Depuis que tu connais, c'est comme ça que tu as toujours fonctionné. Et on a l'impression que tu as toujours pris les bouts de morceaux pour venir faire un débat. Mais quand il s'agit de montrer les preuves physiques ou matérielles, tu ne le fais jamais. Tu dis toujours aux gens, allez-y chercher. Mais quand tu n'as pas les preuves, c'est pas la peine de venir exposer. Vous pouvez venir débattre de ça en fait. Moi, c'est ce que je dis toujours, on est tous des frères, on est tous des Ivoiriens. À un moment donné, l'élection est passée. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller de l'avant, comme le proposant entend de le dire? Moi, je le dis, Flavio, Kaza, le proposant, Yann, vous êtes tous PDCI, bionistes, tout. Moi, si j'ai un message à donner, honnêtement, il va falloir que vous trouviez une solution pour informer votre président Thiam que vraiment, s'il ne veut pas que le PDCI meure, qu'il fasse une déclaration pour détacher le PDCI du fonds commun avec le PPACI. Parce que le PPACI est en train d'utiliser le PDCI pour aller en lambeau. Et moi, je le dis, il y a une phrase que Gbagbo a dit depuis longtemps, que lui, son objectif, c'était de détruire le PDCI. Mais je l'ai dit, aujourd'hui, il a eu l'occasion, en passant par Thiam, pour pouvoir détruire le PDCI. Et si vraiment, vous êtes vraiment PDCI comme le frère Kaza, vous avez la possibilité de demander à Thiam, de demander au PDCI de se démarquer. Parce que le chemin que le PDCI est en train de prendre avec, surtout les anciens patriotes qui sont ancrés au PDCI comme les Diaoufoué, ils vont détruire le PDCI sans que vous en rendez compte. Et moi, c'est juste un conseil que je peux donner. Maintenant, le reste là, comment faire pour se débattre? Parce qu'il y a trop de propositions. J'ai suivi le président de la CI tout à l'heure pendant plus de 3 heures du temps. Vraiment, c'est ça que ce monsieur-là, quand il fait de la pédagogie, on a l'impression que beaucoup de personnes refusent de comprendre. Et ça, c'est le côté fort de nos positions en Côte d'Ivoire, la malhonnêteté. Parce qu'il a fallu que, même dans la salle, que le président a dit certaines choses, qu'il y a des gens qui disent, mais eux, ils n'étaient pas au courant. Et quand c'est comme ça, là, en fait, c'est la mauvaise foi. Les leaders ne disent jamais la vérité aux gens. Aujourd'hui, moi, j'étais content qu'en voyant dans la salle, plus que la moitié étaient tous des jeunes qui veulent être candidats. Et même d'autres ont donné la préoccupation que le président de la CI lui a donné des conseils, comment il faut faire. Donc, au lieu de rester là, de
faire ça pour pouvoir avoir beaucoup de jeunes au PDC, pour avoir la majorité au Parlement, c'est affaire de Thiam encore. Je crois qu'il est temps, parce que je crois que depuis les candidatures, ça commence demain, hein. C'est de demain jusqu'au 12. Donc, il est temps que vous réunissez vos forces, au moins dans ce sens-là. S'il y a beaucoup de jeunes qui veulent être candidats, vous les encouragez pour qu'ils aient des candidats, pour qu'on aille de l'avant. Honnêtement, moi, c'est un peu ce que j'avais dit, parce que c'est une histoire d'élection qui était déjà passée. Moi, l'élection de présidentielle s'est déjà passée. Ado a dit ça, lui, il a dit ça depuis 1980, là. Ça ne va pas nous rattraper aujourd'hui, là. Comment aller de l'avant? On parle du présent et du futur, et puis les perspectives du futur. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Que de venir sur les panels, venir parler de ce qui est déjà passé en 1960. Ce qui est déjà passé en 1960, là, c'est passé. On est en 2025. Dans 3 mois, on va rentrer en 2026. Mais on ne va pas prendre ce qui nous suit en 2025, là, pour venir nous tomber encore en 2026. À un moment donné, il faut qu'on arrête. On a tous des jeunes, on a tous intéressés sur les panels, mais la moindre chose, réfléchissez un peu comment on fait pour pouvoir passer à l'avenir du pays. Que de rester tout dans toutes les histoires passées. Khalid, c'est ce que j'avais à dire. J'ai pas trop de choses. Je suis en train de suivre. Bien vrai que je suis le mais je suis tout le temps connecté au pays, en train de suivre, avoir plus d'informations au pays pour que de rester ici, se baser sur panel pour des futilités souvent. Khalid, je dis une chose avant de descendre. Khalid, j'ai fini. Général Khalid, je dis une chose avant de descendre. Bon, grand frère, si tu me permets, je vais profiter de tes 1 minute. Ok. J'aimerais parler sur ce panel et m'excuser auprès des personnes que j'ai frustrées ce matin par mes dits, mais nul n'était mon intention de frustrer. Je crois pas que l'intelligence soit l'apanage d'une seule personne. Je pense que l'intelligence est diverse. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de plus intelligent que les autres. Et je ne me pense même pas intelligent. J'aime chercher, j'aime apprendre et j'aime partager ce que je sais. Et quand je me trompe, je fais amende honorable, je viens dire, ça c'est déjà fait sur des panels, je viens dire, je m'étais trompé. Donc, Kaza, je te dis ça directement, je n'ai jamais voulu insulter ton intelligence. Dis, par exemple, j'ai pas dit QI politique, j'ai dit connaissance politique, je pense. Juste parce que j'ai dit connaissance politique proche de 0, c'était pas pour te rabaisser. Mon but n'est pas de rabaisser. Mais le problème avec toi, et on va le faire sur ce panel pour la dernière fois en même temps, c'est que chaque fois que tu montes sur un panel, peu importe le sujet, tu essaies de parler après moi. Peut-être que tu le fais sans te rendre compte. Hein. Tu essaies de parler après moi ou de m'interrompre et d'en faire une attaque personnelle. C'est-à-dire, si on a parlé sur un autre panel, la preuve, quand tu es venu aujourd'hui, on me disait ma perspective sur le PDCI. La première des choses que tu as faites, c'est pour dire, les Yann Comenan qui pensent ça, qui pensent ci, qui pensent ça, papa, attaque personnelle. Yann, si tu veux désamorcer, là, désamorce, mais tu ne peux pas désamorcer en même temps attaquer. Non. Il faut dire la vérité. Et donc, dans cette posture où tu te mets là, normalement, je le fais même sans animosité, sans arrière-pensée. Hein. Je me dis que c'est le game, je t'attaque aussi. Et puis, c'est que ça te pique, donc continue de le faire. Et si tu l'as pris mal, je te demande, je prends tout le monde à témoin, les 205 personnes qui sont sur le panel, ils n'ont qu'à te demander pardon pour moi. Et je m'excuse vraiment de tout ce que j'ai pu te dire qui t'a fait te sentir mal. Je m'excuse. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, Flavio, toi, si tu l'as pris mal aussi, il y a Foy. Mais il faut qu'on te délivre de Thiam. Et je m'excuse vraiment chez toi aussi, grand frère Flavio. Merci pour tout. Bon, je prends 2 minutes, enfin même une minute. Ça, pour vous dire le fond de ma pensée, de tout ça là, dans tout son ensemble depuis que nous débattons sur les panels. Les gens comme Yann Comenan, comme Jean-Louis Billon, les militants du PDCI doivent porter plainte contre vous. Honnêtement, pourquoi? Comment est-ce que vous avez pu laisser M. Thiam, parce que c'est après coup, c'est ce que vous nous avez dit, hein, qui était dans l'irrégularité totale. Vous avez pu le laisser prendre le parti et puis après venir sortir ces irrégularités-là. C'était un piège. En fait, vous avez fait exprès en le laissant et sortir ça en pensant que ça allait vous donner roue libre. Vous, c'est-à-dire au moment du bilan, le militant du PDC, je le dis gentiment, hein, parce que faut que les gens, les 211 personnes, comme toi-même tu l'as dit, il faut qu'ils sachent que toi et moi, nous nous appelons au téléphone. Voilà, c'est vrai, on a des grèves sur les panels, mais on s'appelle. On a d'autres relations dans la vraie vie que ça, faut que les gens le sachent. Donc, c'est pas des piques personnes. Donc, je te le dis honnêtement, il faut qu'à la fin, dans le bilan, Jean-Louis Billon, qui est cadre du parti, il a laissé passer ça et après, il vient sortir ça pour détruire. C'est pour ça que je peux pas pardonner ça. Vous avez essayé de détruire le PDC, c'est un parti. C'est vrai, tu peux penser que, voilà, nous sommes les néo-militants. Moi, je suis, et je le dis toujours, ça m'a valu ce que ça devait me valoir. J'ai dit, je ne suis pas Thiamiste, je suis PDCI. Et comme Thiam est le président du parti, je suis Thiamiste. Mais sinon, je suis PDCI d'abord, avant d'être Thiamiste. Donc, à la fin, là, vous allez nous rendre compte
Toi et Jean-Louis Bion, faudrait plus qu'il quitte le PDC, faut qu'il reste là. Et vous allez venir nous rencontrer, les Valérie Yapo là. Comment est-ce que vous avez pu laisser quelqu'un qui est dans l'irrégularité comment est-ce que vous avez pu le laisser diriger le pays? Vous allez nous expliquer ça à la fin. Pour l'instant, cherchons des solutions pour pouvoir gagner les législatives. Là même, déjà, je suis tellement découragé. Je vois qu'on n'est même pas parti pour, déjà, avec des propos que j'entends sur le panel, il y en a qui sont pas d'accord. Voilà, le PPACI, qui est associé au PDCI. Moi, je pensais que on allait parler d'autre chose. On nous envoie un communiqué pour dire non, il y a une marche le 8. Alors que, il y a vraiment, tout ça, c'est pathétique. Honnêtement. C'est pathétique, ça me dégoûte la politique ivoirienne. Ça me dégoûte des gens qu'on nous a montrés ici comme des grands politiciens. Ils sont même pas capables d'avoir la petite réflexion, savoir que il y a des décisions importantes qui se prennent à l'Assemblée nationale. Donc mettre en place une stratégie pour pouvoir au moins essayer, ne serait-ce que essayer de gagner les élections législatives. Non, on n'est pas dans ça. Franchement, moi je suis vraiment déçu. Merci à tous. Bon, Kazava Medja. Yann, pardon. Khalil, je l'ai ou pas? Vas-y, prends la parole. Okay. Moi, je suis pas déçu. Non, faut pas être déçu. En fait, être déçu, c'est tomber dans le piège du RADP. Faut pas être déçu. Voilà. Quand on prend des décisions, là, il faut avoir le courage d'assumer les conséquences. Bon, qu'est-ce que tu penses du communiqué de la marche du PPACI, honnêtement? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est le moment opportun? Attends. Tu peux voir cette marche-là comme n'étant pas nécessaire. Et je suis d'avis avec toi. Mais on peut aussi avoir une lecture comme une mobilisation. C'est quelque part une mobilisation de leurs militants. Donc tu peux le voir aussi politiquement et dire que c'est juste une mobilisation de leurs militants pour s'assurer que ils ont toujours l'adhésion de leurs militants. On peut le dire comme ça. C'est pas ça l'essentiel. Mais maintenant, là où moi je suis pas d'accord avec cette histoire il faut unir toute l'opposition. Regarde la rhétorique des candidats à 2%. Ils disent qu'ils ont fait 2% à cause donc du président Thiam et du président Gbagbo qui n'ont pas appelé à voter pour eux, ou du moins qui ont entraîné une certaine forme de psychose qui ont fait que leurs militants ne sont pas allés voter. Ça là, c'est pas une rhétorique d'union. Excuse-moi, c'est pas une rhétorique d'union. Les gars, ils sont allés aux élections, ils ont perdu. Ils refusent d'assumer leur défaite. Et ils veulent donc projeter leur défaite sur ces deux leaders-là. Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai dit que moi, je ne défends pas les thèses de Mélenchon, encore moins du Front National. Mais ce que je constate, c'est que dans les démocraties qui fonctionnent là, c'est ceux qui ont des positions tranchées et qui restent accrochés à leurs positions tranchées là, qui progressent dans l'opinion. C'est eux qui arrivent au pouvoir. En tout cas, c'est eux qui se donnent la possibilité d'arriver au pouvoir. Vouloir mettre tout le monde ensemble là, c'est pas nécessaire. Il faut chercher à rassembler les Ivoiriens et non les leaders faussement. Moi, je dis, ceux qui sont allés aux élections, en tout cas ceux qui ont cette rhétorique là, on n'a pas forcément besoin d'eux. Il faut que le PDCI, le PPACI et le FPI et certains autres partis qui sont un peu plus cohérents se mettent ensemble pour aller aux législatives. Laissez ces candidats à 3% là, laissez-les tenir cette rhétorique là. Voilà, laissez-les tenir cette rhétorique là. Et il faut ce bloc là se mettre ensemble pour aller aux élections législatives. Pour moi, c'est ça la vraie approche qu'il faut avoir. Et au-delà de ça là, il faut vraiment que le président Thiam prenne ses responsabilités. Valérie Yapo, Bion, tous ceux qui veulent pas, ils reprennent une minorité, il faut les libérer. Il faut les libérer, on n'est pas obligé de militer d'un parti politique. Il faut les libérer, c'est une réalité. Moi j'observe beaucoup, et j'observe beaucoup M. Jean-Luc Mélenchon ou bien Marine Le Pen. Quand Marine Le Pen, son Philippot, il a commencé à être une jeune, elle a libéré, son parti a progressé. Mélenchon, le gars là, j'ai oublié un peu son nom, il avait un jeune opposant au sein de sa formation, il a libéré, et il avance, et il est cohérent. Et la cohérence en politique là, ça paye. Adrien Quatennens. Voilà, Adrien Quatennens. Il a libéré. Non, mais même pas Adrien, c'est pas Quatennens. Tu sais, le gars qui a dit que Mélenchon a abandonné la France populaire, non, pas la France populaire, la France des milieux ruraux pour la France populaire là. C'est Quatennens, hein. On dirait c'est lui, je sais plus, j'ai oublié un peu le nom de la personne en question. Mais Mélenchon, il reste focus. Et il avance. Au moins, il a une colonne vertébrale. Marine Le Pen, tu peux ne pas aimer ses idées, mais elle a une colonne vertébrale. Et ce qui se passe là, c'est ceux qui sont plutôt dans le centre, ou du moins de droite plutôt classique, et de gauche plutôt classique, qui sont obligés de se rapprocher de ces extrêmes-là pour pouvoir éventuellement espérer gagner des élections. Donc pour moi là, il faut créer le clivage. Monsieur Bion a contesté l'autorité du président Thiam jusqu'à aller mettre les bâtons dans les roues du président Thiam à travers certains procès et Valérie Yapo. Il faut que le président Thiam en tire les leçons. Il faut libérer monsieur Jean-Luc Bion. Je dis Jean-Luc Bion. Oui, c'est ça, monsieur Bion. Il faut libérer monsieur Bion.
et Valérie Yapou, il faut les libérer. Frère, essaie de chuter en 1 minute, s'il te plaît. Je suis dans 1 minute pour dire quelque chose, pour prendre une référence sur le Bénin. Aujourd'hui, le parti de Yahi Boni, qui avait 28 députés au Bénin, hein, qui a 28 députés, et au Bénin, le parrainage se fait par donc les élus. Les 28 députés là, ils devaient parrainer le candidat des démocrates. J'ai un peu oublié son nom, donc c'est pas important. Bon, c'est important, mais c'est pas important pour la compréhension. Mais il y avait un député là, que eux-mêmes ils savaient qui était un peu pas très clair. Au dernier moment, ce député-là a refusé de parrainer le candidat des démocrates. Le parti de Yahi Boni n'aura pas de candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'ils se sont accommodés de quelqu'un pour qui ils avaient des doutes. Il faut être clair. Ceux qui sont avec vous là, vous partez avec eux. Ceux qui ne sont pas avec vous là, vous les libérez. Et puis vous travaillez à convaincre l'électorat, le peuple, mettre une vraie stratégie pour aller dire à nos parents du Nord que le RHDP n'est pas la solution pour eux. Et que les autres partis, notamment le PDCI, n'a rien d'ethnique contre eux. Et leur faire des propositions concrètes pour changer le Nord, pour réduire la pauvreté dans les zones rurales de notre pays qui se trouvent surtout à 50%, à moins de 20%. Des propositions concrètes. C'est ça, c'est vers ça qu'il faut travailler. Mais sortir de l'union pour l'union. Bion, c'est 3%. 3% là, on peut s'en passer. On peut aller convaincre même les Ivoiriens et arracher les 3% de Bion. Donc vraiment, il faut qu'on soit focus sur cette trajectoire-là et puis arrêter de perdre le temps à vouloir créer l'union pour l'union. On ne peut pas mélanger des choux et des carottes systématiquement. Des fois, il faut rester entre nous, les convaincus, et aller vers le peuple pour essayer de rassembler ce peuple-là vers nous. C'est ça la stratégie qu'il faut mettre en place. Voilà moi ma lecture. Merci. Merci. Les choux et les carottes, c'est bon pour un régime diététique. Tonton Guizot, tu es là? Tonton Guizot, est-ce que tu es là? Allô, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Bon. Et chez toi? Ouais, alhamdoulilah, ça va, hein? Ça va, ça va. Okay. Bon, ok, comme ça fait un moment que tu es là, je te laisse la parole. Vas-y. Ok. Merci beaucoup. Hein. Je suis monté, je vous ai pris en cours. Je viens juste de prendre en cours, hein, parce que je suis monté, enfin, je suis arrivé sur le panel au moment où il y a un monsieur qui s'exprimait là sur des questions liées à ce qui se passait, à ce qui se passe en réalité dans les bureaux de vote, ou dans les lieux de vote. Alors, il y a la communication de la désinformation, il y a la communication de l'ignorance, et puis la communication de la confusion de l'esprit. En toute chose, vraiment voici les questions d'essayant de déposer. Tonton Guizot, ton réseau n'est pas bon, hein? Ça s'entrecoupe. Yann, oui. Le reste de riz là. Pardon, Tourako, ton histoire de riz ne nous intéresse pas, pardon. Et le vieux, laisse mon gars tranquille. Hein. Tonton Guizot, tu es là, tu as un problème de réseau apparemment, vas-y. Vas-y, on va voir, ça bug là, ouais, comme l'a dit Racine. Tu es là, Tonton Guizot? Bon, bon, le temps que Tonton Guizot règle le problème technique, on va passer la parole à Mr. King, à moins qu'Aïdé soit de retour. Khalil, tu es là, non? Je suis là. Ah, ok, bon, bon, reprends ta modération alors. Reprends ta modération. Vous m'entendez? Oui, vas-y. Alors. Vous êtes acteur ce jour-là. Des éléments qui m'apparaissent curieux, très curieux, qui pour lui sont des irrégularités. D'abord, j'ai entendu, j'ai été interloqué, dire que pour voter, on doit être muni uniquement de la carte d'électeur. Donc, ceux qui ont voté déjà une fois, et qui ont voté cette année, et qui écoutent les informations, les communiqués qui sont faits par l'autorité chargée des élections, ils savent très bien que la carte d'électeur d'abord, mais ce qui est un passe-partout en matière de vote, c'est la carte nationale d'identité. Donc vous pouvez, et il se trouve même cette année qu'on a dit, vous pouvez même vous présenter dans un bureau de vote sans aucune pièce d'identité. Priez ce jour pour que
la tablette biométrique fonctionne. Parce que, pourquoi j'ai dit prier? Parce que de toute façon, c'est un matériel technologique qui peut faire des siennes. Voilà. Sinon, pour la plupart de ce matériau-là, on a prépositionné des superviseurs de dépannage qu'on peut appeler systématiquement pour donner, même à distance, des rouages pour pouvoir dépanner ces appareils dès lors qu'ils font des siennes. Donc si vous vous présentez même sans aucune pièce, avec la tablette, on prend votre empreinte. Et dès lors que votre empreinte révèle que vous êtes sur la liste, on constate effectivement le numéro de votre présence sur la liste physique et vous passez à l'élection sans même avoir un seul document sur vous en sortant de la maison. Et, curieux, le monsieur m'a dit que lui, il est superviseur. Et que sous l'autorité, il y a ce qu'il appelle scrutateurs. C'est une mauvaise prononciation. Peut-être qu'il voulait dire représentant. Parce que le scrutateur dans ce processus, c'est l'électeur qui est resté après les élections jusqu'à la clôture du vote et que le vote terminé, le président du bureau de vote, avant que de procéder à l'ouverture de l'urne, appelle pour dire tu es un regard neutre, tu es un votant, tu es dehors, tu ne fais pas partie du bureau de vote, viens participer. Cette année, la commission a décidé que ceux qui étaient 2 comme scrutateurs deviennent 3 désormais. Pour que ce soit pratiquement les seuls à manipuler les bulletins afin que tout l'ensemble des acteurs du bureau de vote ne soient pas dupes de ce qui va se passer. Donc en fait, il voulait dire représentant. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que les représentants eux-mêmes ont dû faire l'objet d'une formation systématique par la commission électorale sur ce qu'ils ont à faire dans un bureau de vote. Mieux, au-delà de ça, ça fait l'objet d'une publicité abondante pour dire que le représentant là, il est bon. Et d'ailleurs même cette fois, tout à l'heure aujourd'hui, le président du bureau, plutôt la commission, l'a encore répété. Il est bon que vous ayez des représentants parce qu'ils sont là justement pour être vigilants, pour veiller à ce que tout ce qui est prescrit comme condition soit respecté sous vos yeux. Parce que vous avez le droit de protester. Si ce n'est pas ça. Mieux à la fin, il a dit non, c'est tout ce qu'on a comme document à signer, c'est le procès verbal. Mais bien sûr, le procès verbal, il est le document par excellence sur lequel on porte toutes les mentions. C'est pour ça qu'ils sont autorisés à signer ce document. Et à porter dans leur cage leur récrimination, leur protestation. C'est un droit. Alors, vous avez été formé comment? Et pour vous dire, vous êtes superviseur, vous êtes représentant, et vous ignorez le moindre, le minimum, le départ de votre droit en étant dans un bureau. Soit vous ne l'avez jamais été, que vous êtes venu ici pour faire de la fantaisie, soit alors, on ne vous a jamais formé, et on vous a envoyé sur le terrain pour faire autre chose que de la représentation. C'est ces choses-là qui sont... Parce qu'en réalité, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quand on vient sur les panels là, on n'est pas d'accord, on est d'accord, donnons des choses, des informations, des éléments qui soient utiles, qui soient enrichissants pour nous tous. Pour que je suis d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça, demain, je sais au moins qu'il y a ça. On lui a demandé de dire quelle est l'irrégularité ou bien quel est l'élément qu'il a. Il dit non, je vais dire inbox. Mais pourquoi? Tu viens dire publiquement que quelqu'un a volé dans le village, on dit son nom, tu vas dire en privé. Non. Soit il a volé, soit il n'a pas volé. Tu ne peux pas mettre un discrédit sur un village et puis on dit publiquement le nom de celui qui a volé. Pourquoi on le met dehors? Pour qu'on puisse, à travers toi, ton témoignage, extraire de ce village celui-là qui pourrit le nom de la communauté. Tu dis non, je vais dire ça, c'est que tu es la malédiction du village. C'est pas vrai. Parce qu'il n'a même pas donné un élément de départ qui peut nous orienter sur la véracité de ses propos. C'est choquant. Mais en fait, il y a des esprits mal affermis qui peuvent se laisser avoir par ce genre d'intervention profondément, fondamentalement spécieux, mensonger. Parce que nous avons la possibilité, chaque fois, de quérir, d'aller à la recherche de la bonne information, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne tous ces éléments, tout est public.
La commission électorale publie sur sa plateforme toutes les informations, tous les détails, même les documents qui ont servi, ou même le contenu des documents qui ont servi à la formation des représentants des partis politiques pour qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire, à la tenue du contenu de l'intérieur du bureau de vote. Tout ça aujourd'hui, c'est consultable. De sorte que toi-même, quand on t'envoie dans un bureau, tu dois savoir que ça existe. Pourquoi? Et il me dit, il y a des présidents, il y a des gens dans les bureaux de vote qui ont accepté que les gens retirent les cartes. C'était un devoir, c'était une obligation. Une obligation pour tout le personnel de la commission électorale de rendre disponibles les cartes d'électeurs le jour des élections dans le bureau de vote. C'est-à-dire, il y a eu, bien avant le vote, une période de distribution des cartes qui a duré pratiquement encore une douzaine de jours. Je ne sais pas en Europe combien ça a duré de jours. Et à l'issue, le reliquat, le reste des cartes, replié dans les CEL, ordre manifeste a été donné, consigne ferme a été donnée. Et ça fait déjà partie, même avant même le début de la discussion, consigne ferme a été donnée, que ces cartes-là soient déployées dans les bureaux de vote et que les électeurs puissent trouver leurs cartes non distribuées dans les bureaux de vote et que de droit, ils puissent, s'ils ne l'ont pas retirée, la retirer ce jour et aller accomplir leurs droits et leurs devoirs avec. Mais l'électeur n'y est même pas obligé. C'est-à-dire, s'il dispose simplement de sa carte d'identité, il aurait pu aller voter simplement, même s'il n'avait même pas de carte d'identité. Même s'il n'avait aucun document, puisque pour retirer ta carte d'électeur, il faut présenter au moins un document. Mais tu as tout oublié à la maison. Ou bien, par un accident malheureux, tu as égaré les choses. Mais tu sais que tu as déjà voté, tu es un votant ou alors tu es sur la liste. Tu te présentes physiquement avec tes membres, tes doigts. Si tu n'en as pas, dommage. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ce cas de figure, excuse-moi. Alors, si tu n'en as pas, dommage. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce jour-là, tout le monde avait des droits dans le bureau de vote. Tout le monde avait des droits. Et ces droits-là, il fallait les savoir, puisque ça a été abondamment enseigné, abondamment inculqué. Voyez-vous? Donc, il y a des choses à dire quelquefois. C'est ces choses-là, moi, souvent, je suis en bas, mais c'est ces choses qui me font bondir, je suis obligé de monter pour dire, mais que veulent dire les gens au juste? On a fini. Mais en fait, s'il n'y avait rien d'autre après l'élection présidentielle, je pourrais dire qu'il peut dire ce qu'il veut et puis il peut aller où il veut. Mais en réalité, il y a une élection qui est déjà là. Il ne faut pas abêtir ceux qui seront tentés d'aller exercer leurs droits pour leur dire c'est impossible, c'est faux. Je voudrais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous attendons Guizou, effectivement. J'avais ta demande automatiquement, je l'ai acceptée parce que tu ne montres pratiquement pas. Tu es toujours abonné, tu es toujours là, tu nous écoutes. Et donc, merci pour cette contribution. Mais comme tu as cité, effectivement, M. Gap, officiel, qui tout à l'heure, je l'ai fait descendre parce que ça troublait un peu l'ordre, n'est-ce pas, du panel. Mais comme il s'est calmé tranquillement, il est monté, il a été cité, donc il va falloir qu'on lui donne au moins un temps de parole pour s'expliquer, pour voir plus ou moins ce qu'il a voulu dire. Donc s'il est là, qu'il veut se démuter. Kali, si tu permets, je voulais compléter. Okay. Je voulais compléter un truc sur tonton Guizou avant que le Gap ne prenne la parole. Bien sûr, vas-y. Voilà. Alors, moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été voté le samedi à 9h36. Effectivement, ce que tonton Guizou dit, quand tu rentres dans le bureau de vote, je vais le décrire, à gauche, tu as une table là avec plusieurs cartes d'électeurs. Tu donnes ta pièce d'identité, et tu récupères ta carte d'électeur et tu vas voter. Et quand tu vas voter, il y a, comment on appelle ça, les responsables de la CI te demandent effectivement, est-ce que tu as déjà voté? Si tu dis oui, ils ne regardent même pas ta carte d'électeur, tu donnes une tablette, tu poses ton empreinte dessus, c'est bon, tu récupères ton bulletin de vote, tu vas voter, tu viens et mettre le tampon sur ta carte d'électeur. Donc effectivement, les cartes d'électeurs étaient disponibles dans les bureaux de vote à Bordeaux. En tout cas, où moi j'ai voté à Bordeaux, les cartes d'électeurs étaient effectivement disponibles. C'était pour ajouter à ça. Merci. Merci beaucoup. Donc si M. Cap est là rapidement, je pense qu'il va devoir réagir rapidement. Voilà. Ok, déjà, dans un premier temps, je souhaiterais m'excuser par rapport à la cacophonie qui s'est installée. Et j'ai l'impression que, bon, on veut me prêter des intentions que je n'ai pas. Voilà. J'ai dit la norme au niveau de la CEI. Et c'est ce pourquoi il y a eu une période de retrait des cartes d'électeurs.
La norme, c'est que le citoyen se présente dans le bureau de vote muni de sa carte d'identité et de sa carte d'électeur. OK? Pour ceux qui n'ont pas pu les retirer, vous avez le témoignage du centre de vote que vous avez fréquenté ce jour-là. Moi, au niveau de Bordeaux, là, j'avais au moins 4 superviseurs qui t'ont sans doute vu passer le proposant. J'avais 4 superviseurs. Il y avait un superviseur et j'avais 4 représentants, dont des suppléants. Donc, ce dont je suis en train de parler là, c'est quelque chose que j'ai vécu. En plus de vous, moi là, j'avais une vision globale sur l'ensemble des bureaux de vote de France. Donc, quand je parle en tant que personne ressource. On peut ne pas apprécier ou bien avoir une interprétation de ce que je dis, mais je dis de ce que, je parle de ce que mes collaborateurs m'ont remonté comme information. Et je n'en fais pas le procès de la CEI. Non. Je dis effectivement, il y a certains bureaux de vote qui ont permis que certaines personnes retirent sur place leur carte d'électeur. Il y en a d'autres qui n'y ont pas permis. Maintenant, et je dis, si vous voulez que je fasse la liste de ces personnes-là, je vais rentrer au moment opportun, vous sortez la liste de ces bureaux de vote. Mais mon objectif, là, ce n'est pas de chercher à incriminer des personnes qui ont peut-être mal apprécié les instructions de la CEI ou qui ont fait à leur tête. C'était ça, mon propos. Bon, on ne s'est pas compris et puis bon, c'est parti dans tous les sens. Sinon, ce que tonton Guizot dit, mais c'est ce qui est la norme. C'est ce qui est la norme. Parce que si on pouvait faire fi de la carte d'électeur et aller voter, ne serait-ce qu'avec sa carte d'identité, mais la CEI ne va pas prendre 15 jours pour dire allez retirer les cartes d'électeurs pour que les gens se bousculent là-bas. Ils allaient dire simplement le jour du vote, présentez-vous, muni de n'importe quelle pièce, vous allez retirer votre carte d'électeur pour voter. Voilà. Donc l'objectif est que, effectivement, pour éviter des longues files d'attente, les électeurs se présentent au bureau de vote munis de leur carte d'identité et de leur carte d'électeur. Puisqu'il y a eu des endroits où même le contrôle biométrique faisait traîner les fils en longueur parce que ça ne marchait pas. Donc, des dysfonctionnements ne peuvent pas être la règle pour incriminer la CEI. Ou bien les mauvaises interprétations des instructions ne peuvent pas être la règle pour incriminer la CEI. Et j'ai conclu pour dire que ce sont des éléments de correction que toute organisation qui implémente une action sur terrain a le droit de noter pour que demain, ces cas de figure ne se présentent pas. Et le dire, ce n'est pas méchant. Et je l'ai dit, même pour les différentes observations, c'est des documents aussi qu'on peut proposer à la CEI pour ne pas que les superviseurs et les assesseurs et leurs suppléants ne sont qu'à émarger sur le PV des résultats pour attester effectivement qu'ils ont assisté au dépouillement et que dans l'ensemble les choses se sont bien faites. Et j'ai conclu pour dire que effectivement le déficit de représentation a fait que il y a des personnes même qui n'ont pas eu le courage de donner leur observation de peur que les choses passent au vinaigre. Moi, j'ai un représentant du bureau de vote qui m'a remonté au niveau de Bagnolet, qui l'a supplie. Des agents de la CEI en train de sceller des PV qui n'ont pas été contresignés. Mais ça, c'est une anomalie. Mais en même temps, la CEI va dire, mais si il n'y a pas eu de représentants dans ce bureau de vote, on ne va pas rester jusqu'à 22h, 23h en attendant une signature hypothétique d'un représentant qui n'a pas été là. Donc ma démarche n'était pas une démarche de récrimination, mais c'était plutôt une démarche de pouvoir vous rapporter des éléments, des informations dont j'ai eu connaissance, afin qu'ensemble, parce que moi, quand je lance le cap sur les législatives, c'est pour ne pas que c'est vrai que les législatives c'est local, mais c'est ne pas que ces mêmes dysfonctionnements-là se répètent. Parce que si jamais ça se répète dans un climat de tension et que les gens s'interposent pour ce qu'ils estiment anormal, ça peut créer effectivement la suspension de ce bureau de vote pour des pagailles qui n'auraient pas dû se faire en ce moment-là. Donc c'était ça le sens de mon intervention et non des récriminations.
Ce qui était la norme, c'est que chaque électeur se présente muni de sa pièce d'identité et de sa carte d'électeur. Moi-même, j'ai eu à être formateur pour mes assesseurs et tous mes scrutateurs. J'ai fait même une vidéo que j'ai balancée à ces personnes-là pour leur montrer un peu le parcours de l'électeur afin qu'ils puissent s'en imprégner. Maintenant, je vous concède que certaines personnes peuvent assimiler les instructions ou ne pas les assimiler et ne pas pouvoir faire valoir leurs droits de représentants dans les bureaux de vote et laisser passer des choses qui n'auraient pas dû être. C'était ça le sens de mon intervention. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je pense que c'est le grand frère Ayédé qui devait parler tout à l'heure. Puis bon, puis il y avait un peu de connexion au niveau du Guizo. Ok, donc il est là. Après, on va écouter tout d'un coup. Oui. Alors, je suis là. Voilà. Bonsoir à tous. Désolé, hein, j'étais monté, c'était pendant la pause de déjeuner. Et malheureusement, j'avais un appel et puis il y avait des gens qui étaient là. J'ai pas pu rester pour surtout écouter la suite de ce que je suis en train de dire. Mais je pense que c'est clairement ce débat semble être un peu derrière. Le débat de quelle est la stratégie pour la suite pour l'opposition. Alors, je vois ici Gap officiel est en train de parler de ce qui se passe dans un bureau de vote. Je suis quand même surpris par certaines affirmations qu'il fait. Moi, j'ai supervisé. De façon locale, j'ai participé à des formations. Alors, je pense que il faut savoir que tout ce qui se passe dans un bureau de vote là, en fait, c'est encadré par la loi, par le code électoral. Aujourd'hui, on ne peut pas dire des choses qui ne sont pas prévues. Et je pense que Tonton Guizot a fait une très belle intervention. Il s'était simplement adossé sur la loi électorale. C'est tout. Et je pense que vraiment, j'écoutais Tonton Guizot, mais comme d'habitude, hein, vraiment avec beaucoup de plaisir, hein, chaque fois qu'il intervient, parce que c'est quelqu'un vraiment qui est du domaine du droit, et ses interventions sont extrêmement précises. Aujourd'hui, affirmer qu'on ne peut pas voter sur une carte électorale, c'est un gros mensonge, c'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est pas possible. On ne peut pas dire ça. Aujourd'hui, ce que M. Tonton Guizot a dit, c'est vrai. Vous arrivez dans un bureau de vote, vous n'avez absolument aucune pièce sur vous. Si on sort une tablette, qu'on prend votre empreinte et que vous êtes dans la base, vous êtes légalement, légitimement, vous avez légitimement le droit de voter. Ça, c'est indiscutable dans toutes les formations que la commission électorale fait. Ça, c'est clairement dit à tout le monde. Alors, je suis surpris ici que, bon, on entend des choses qui semblent être des nouveautés, alors qu'il y a une loi qui encadre tout ce qui se passe même dans un bureau de vote. Et vous pensez sérieusement que la commission électorale qui va désigner des personnes pour faire des formations, elle va dire des choses qui vont être contraires à la loi électorale? Come on, guys. Come on. Soyons sérieux, ça n'a pas de sens. On ne peut pas ici, il peut se passer des choses anormales dans un certain nombre de bureaux de vote, que ce soit chez vous en Europe ou bien ici, mais en Côte d'Ivoire, ce que moi je sais, moi je participe à plusieurs formations. Alors, vraiment, la loi est claire sur ce niveau-là. Nulle part, c'est dit qu'il faut avoir jamais. C'est écrit nulle part. Dans aucune formation de la commission électorale, ça n'a été dit. Donc moi, je pense qu'il y a le cadre de la loi qui est là, et Tonton Guizot l'a si bien planté. On ne peut pas continuer à débattre sur ça, parce que ça n'a aucun sens. Parce que ce qu'il a dit là, c'est vraiment ce qui est prévu. Si vous avez vraiment suivi une formation, et puis je vous ai entendu vous dire que vous avez fait des formations à des assesseurs, des scrutateurs, c'est la première fois au monde que moi j'entends ça. Nulle part, il y a une formation qui concerne les scrutateurs. Nulle part au niveau des formations qui sont animées. Alors à quel moment vous avez réussi à faire ça? Parce que les scrutateurs, monsieur, je vous l'apprends, c'est des personnes, des électeurs dehors qu'on fait venir dans la salle pour commencer le dépouillement. À quel moment ceux-là, vous les formez? À quel moment? Il faut arrêter de vraiment monter sur les panels et dire des choses qui ne sont pas vraies. Je crois que vraiment, je voudrais quand même saluer Tonton Guizot, mais vraiment qui a été extrêmement détaillé dans son intervention. C'est vrai que le réseau n'était pas très bon. On ne peut pas aujourd'hui là dire quelque chose qui soit en contradiction avec ça. Et c'est vous, M. Gap, là, vous avez dit plein de choses qui ne sont pas vraies. Moi, non pas seulement, depuis le processus électoral, depuis les années 90, on est dedans. Moi, les dernières élections générales, j'étais superviseur chez moi dans le Tchologo. Toutes ces formations-là, on les a fait. On ne peut pas venir monter ici, venir réinventer les choses. C'est pas possible. Voilà. Je répète, il y a un code, il y a la loi. C'est-à-dire tout ce qui se passe, la police même. Vous savez, le président du bureau de vote, et c'est lui qui est garant de la police. Tout ça, c'est encadré par la loi. Quand on fait des formations, on donne toutes ces informations. À quel moment vous faites des choses, vous faites d'autres formations où on vous dit des choses qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas adossées sur la loi électorale? Ah bon? C'est comme ça que ça se passe chez vous en Europe là-bas? Alors moi, je ne sais pas qui vous a formé, hein, mais parce que ce que vous racontez là, c'est pas vrai du tout. Absolument pas vrai. Alors, donc moi, je vais laisser ce sujet-là. Moi, je pense que le plus important, dans ma première intervention, j'étais en train de dire, on parlait de stratégie de l'opposition. Et à ces sujets, ce que j'avais dit, alors, le dépôt des candidatures pour l'élection législative s'ouvre demain. C'est du 31 octobre au 12 novembre. Il y a exactement 255 postes de députés à pouvoir. Alors, moi, je suis curieux, malheureusement, j'ai intervenu la première fois sur ça, je suis curieux de voir quelle va être la stratégie de cette opposition qui, en mars 2021, a été incapable d'avoir 255 candidats aux législatives. C'est-à-dire, même quand ils se sont réunis, aucun parti d'opposition n'avait réussi
à l'exception du RHDP, aucun parti d'opposition n'avait réussi à lui seul de pouvoir présenter 255 candidats. Même quand ils se sont mis ensemble dans certaines régions, il y a des bureaux où il y a eu des postes de députés où ils étaient incapables de pouvoir présenter des candidats. Alors, il vous reste 12 jours, donc, chers amis de l'opposition. Vous avez 12 jours pour pouvoir stratégiser, comme on dit. Vous allez mettre en œuvre votre stratégie. Et puis, on est curieux de voir comment vous allez y arriver. Je suppose que, comme vous dites partout, que vous représentez la grande majorité, vraiment indiscutable. Je n'ai aucun doute que sur les 255, certainement que vous, cette opposition, vous allez avoir au moins 200 députés. Et puis, le RHDP va vraiment se contenter avec le reste, avec surtout les indépendants, quoi. Les 50 autres, 55 autres qui restent là, je pense que ce sera certainement le RHDP. Et puis, les indépendants qui vont se les arracher. On est impatient de voir enfin cette grande majorité indiscutable que vous représentez. Il faut nous le montrer. Parce que c'est vraiment un nouveau cycle qui commence, comme vous le savez. La présidentielle est derrière nous. Donc, les appels à l'insurrection, les fronts communs, tout ça s'est passé en perte de profit. Vous allez bien sûr subir les conséquences des actes contraires à la loi que vous avez posés. Parce que vous savez, dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Vous avez commis des actes innommables. Il y a des Ivoiriens qui ont perdu la vie. Vous avez tenté de faire des attentats terroristes dans ce pays. À un moment donné, il faut que vous soyez suffisamment responsable pour vraiment vous présenter et puis payer le prix à payer pour ces actes-là qui sont inqualifiables. Mais ça, c'est le travail de la justice. La justice, l'ensemble des procureurs de la République sont en train de faire leur boulot. On attend impatiemment que ce travail-là puisse se poursuivre. Et je pense que le procureur a dit une chose qu'il faut vraiment pas rater l'occasion de répéter. Il faut pas rater l'occasion de répéter. Nul Ivoirien, quel que soit son rang, qu'il soit responsable de parti politique ou pas, n'est au-dessus des lois ivoiriennes. Aucun. Vous violez la loi, vous commettez des actes, vous commettez des délits ou des crimes, mais peu importe votre rang, on va vous appliquer la rigueur de cette loi. Et c'est cette nouvelle Côte d'Ivoire qu'on construit là, donc on doit tous saluer son avènement. Les périodes de crise où quand vous allez vous poser des actes, on fait des choses et puis après maintenant c'est des accords politiques là. Il faut qu'on sorte de cela. Il faut qu'on laisse maintenant la loi pouvoir s'appliquer dans toute sa rigueur. Et je pense que c'est cette Côte d'Ivoire l'ensemble qu'on doit continuer on doit construire. Et c'est pour cela que je dis, au-delà de cette élection dont le cycle s'ouvre à partir de demain, comme je l'ai dit, pour ce qui concerne le passé, croyez-moi, sur le front commun, puis les appels à l'insurrection, et ça continue d'ailleurs. Certains pensent que parce qu'ils sont en Europe, ils sont assis, je ne sais pas, dans des pays lointains, ça leur donne carte blanche pour pouvoir appeler à l'insurrection, pousser certains Ivoiriens ici à aller commettre, aller casser les biens d'autres Ivoiriens, aller les brûler et j'en passe. Et je pense que, franchement, ça sera l'occasion de rappeler à tout le monde que cette Côte d'Ivoire qu'on a envie de construire, c'est une Côte d'Ivoire qui est régie par la loi. Et que quand vous en prenez au bien des autres, mais vous engagez personnellement votre responsabilité. Et cette responsabilité-là, on va vous prendre, on va vous mettre devant un juge, et puis vous allez pouvoir répondre des actes que vous avez posés, et vous serez condamné. Si vous êtes condamné, vous aurez donc à purger la peine. Hein, la peine, comme je l'ai dit, la peine qui sera dite par le juge. Et cette nouvelle Côte d'Ivoire, elle est en route. Moi, en tout cas, je suis plus qu'impatient, puisqu'on sait que les dépôts commencent demain. Je suis curieux de voir cette opposition-là qui a certainement des stratégies miraculeuses, parce qu'elle s'est laissée distraire par son appel à l'insurrection, à vouloir faire disparaître la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et ça a été un échec total. Et je pense que les faits sont là. Alors, ils pourront toujours continuer à crier, à dire ceci ou cela. La réalité, les législatives, le dépôt des dossiers commence demain. Et demain, c'est un point de départ. Après, vous savez, après les législatives, il y aura toutes les autres élections locales. Hein. Il y aura ça finit toujours par les sénatoriales, et puis les municipales à bien avant, et puis bien sûr les élections régionales. Voilà. Donc ce cycle-là va se mettre en route, hein, comme ça vient de commencer. Alors vous vraiment vous êtes la majorité, comme on le dit si bien. Nous on est plus qu'impatients en fait, en tant que militants du RHDP, d'avoir l'occasion de voir cette grande majorité là que vous représentez vraiment se refléter dans ces élections locales. Merci, c'est ce que j'étais là à dire. D'accord. Ça, là, si je fais une motion encore, bon, Dieu merci. C'est possible de faire une motion au grand frère? Bon, vas-y. Comme il m'a cité énormément, bon. Le grand frère, il a parlé de mensonges, il a parlé de beaucoup de choses. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que dans mes propos constitue des mensonges lorsque je parle du processus électoral? Monsieur, vous avez dit que vous avez d'abord dit, vous avez parlé des pièces qu'il faut utiliser pour rentrer dans un bureau de vote pour voter. J'ai dit que dans les formations, ce que la loi dit, et puis ce que les formateurs disent, c'est parce que vous dites. Voilà. Et puis deux, vous dites que vous... Qu'est-ce que j'ai dit? Dis-moi. Moi, j'ai dit, il faut ta carte d'électeur et ta pièce d'identité. Non, tu as dit qu'il faut ta carte d'électeur et ta pièce d'identité. Mais c'est pas ce que la loi dit. C'est pas seulement la loi dit quoi?